Bonsoir, bienvenue à notre vidéo Flytrippers du mois de mars, littéralement à la dernière journée qu'on pouvait appeler ça la vidéo du mois de mars. Et on a un invité spécial qui ça fait quelques mois du moins qui n'a pas été sur nos vidéos live, donc bienvenue à Kevin, l'autre cofondateur de Flytrippers en direct de Buenos Aires. C'est ça? Ouais, Buenos Aires. Donc, Evelyne est là aussi, notre collègue Evelyne, que vous connaissez peut-être si vous avez suivi nos vidéos depuis quelques mois. Elle va venir pour la période des questions. Kevin ne restera pas tout le long. Là. Il est un peu plus tard en plus en Argentine. Mais je trouvais qu'avec le sujet du mois, c'était pertinent que Kevin vienne jaser en plus. Il est plus foodie que moi, mais littéralement n'importe qui est plus foodie que moi. La barre est excessivement basse dans mon cas. Fait que j'étais comme un peu mal à l'aise d'être seul à parler de bouffe. Mais je vais le faire pareil parce qu'il y a quand même des astuces que je connais. Fait que c'est ça. On va commencer. Je vais juste résumer pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, c'est Andrew. Lui, c'est Kevin. On est les deux cofondateurs de Flytrippers. On fait des vidéos tous les mois pour t'aider pour pouvoir poser tes questions sur n'importe quel sujet de voyage. On en fait 2 à chaque mois. Donc, hier, c'était sur les récompenses voyage. Puis aujourd'hui, c'est sur tous les sujets de voyage. Parce que, peut-être que vous en faites partie. J'espère que non. Mais il y a des gens qui aiment pas ça, entendre parler de voyages gratuits. Je le dis à chaque mois, mais je comprends jamais pourquoi. Pourquoi vous ne voudriez pas des voyages gratuits? Fait que ça, c'était la vidéo d'hier, mais si vous avez des questions sur ce sujet aujourd'hui, on les prend pareil parce qu'on devrait avoir le temps de répondre à tout le monde. Mais si vous n'êtes pas encore parmi les lecteurs de Flytrippers qui ont accumulé 3 millions de dollars en voyage gratuit, pas 3 000, pas 3 millions, vrai chiffre, c'est quand même assez fou. Il y a 2 super offres en ce moment, c'est vraiment le meilleur temps pour commencer, là. 2 offres qui donnent plus que 1000 $. Fait que ça, c'est fou, là. Au Canada, on voit rarement ça, là, 2 offres qui donnent 1000 $. Fait que c'est vraiment le temps de commencer. Evelyne, dans les commentaires, va mettre le lien du classement des cartes qui a toujours les meilleures offres en ce moment. Puis, il y a 2 offres en haut qui donnent 1000 $. Fait que commencez avec une de ces 2-là, s'il vous plaît. Faites-vous plaisir. Vous allez avoir beaucoup de voyages gratuits. Et sur ça, le sujet, et c'est ça, pour conclure, nos vidéos, on fait toujours une petite présentation au début, puis après ça, la période de questions. Fait que si vous avez déjà des questions, je vois que vous êtes quelques dizaines sur sur la vidéo déjà. Vous pouvez déjà les poser si vous avez des questions. Vous voulez être sûr que vous allez avoir le premier rang pour avoir les réponses. Mais on va faire un petit 5-10 minutes sur le sujet du mois. Puis on a choisi un sujet un peu différent ce mois-ci, c'est la bouffe en voyage, parce qu'on a littéralement aucun article sur en 8 ans de Flytrippers, c'est 8 ans qu'on vous aide à voyager moins cher, on n'a littéralement jamais parlé de ça. C'est un peu de ma faute parce que c'est moi qui fais beaucoup de contenu, puis je ne suis pas un foodie, comme je vous ai dit. Fait que c'est ça. Fait que, qu'est-ce qu'on voulait parler, puis Kevin va pouvoir parler d'un angle très différent, parce que lui a, je vais pas te spoiler le bout à Kevin, mais sa blonde est très foodie. Je suis pas sûr que Kevin se considérait tant foodie que ça, ou plus que moi, mais en tout cas, mais sa blonde allait à un niveau assez extrême. C'est quoi donc, quand on était en Asie ensemble, elle est partie au Japon, t'es en Thaïlande, juste pour un restaurant. Elle est partie au Japon 2 jours juste pour aller à un restaurant, c'est ça? 3 jours pour aller à un restaurant qui était un pop-up restaurant d'un des chefs qui avait le meilleur restaurant au monde, qui ouvrait pour un temps limité à Osaka. Fait qu'elle est allée juste pour là-bas, puis elle est revenue après ça en Thaïlande. Oui. Ça, c'est un exemple qui illustre bien à quel point elle est fanatique de nourriture. Fait Kevin a la chance de faire beaucoup de restaurants côté Michelin, donc il va pouvoir parler de ce volet-là. C'est un peu en ligne avec le contenu qu'on va faire un peu plus en 2025, c'est du contenu plus pour ceux qui veulent pas voyager plus. Nous, on a toujours été très de la philosophie, essayez donc de voyager plus. C'est facile de voyager plus si vous voulez voyager plus. Mais si vous voulez pas voyager plus, vous pouvez facilement vous gâter en tabarouette dans les voyages, autant avec les points, en fait surtout avec les points, comme j'étais en classe à faire en Asie justement le mois dernier, puis ça c'est un exemple, les hôtels de luxe en un autre, les restaurants de luxe en un autre. On va commencer par la base, ce qu'on fait d'habitude, c'est comment économiser. C'est quand même assez fascinant, puis c'est comme bien des sujets de voyage là, que quand on ne sait pas, c'est normal, on peut pas savoir, vous voyagez juste une fois par année, personne ne vous le dit, vous le saurez jamais, mais ça me fascine à quel point il y a beaucoup de gens qui savent pas des choses de base sur comment économiser sur la nourriture. Et puis, je vais donner un bel exemple fait vécu, là, j'ai déjà voyagé, je n'aimerais pas où, je n'aimerais pas qui, je veux pas les shamer, rien. C'est pas ça le but c'est de montrer quand on connaît pas les astuces. J'étais avec quelqu'un qui voyage comme clairement pas beaucoup. On était dans une ville qui était pas très touristique, il y avait littéralement une rue touristique, une place touristique.
Puis la première affaire qu'on fait, c'est on va aller manger le restaurant qui est direct sur la place, là, la seule place touristique de toute la ville. Tu sais, c'est comme évident que c'est le pire restaurant en termes de qualité et le plus cher, évidemment. Mais quand tu le sais pas. Mais maintenant, vous le savez. Donc, éloignez-vous des routes touristiques le plus possible. C'est sûr qu'il y a des exceptions dans le sens que tu vas en Asie, dans des night markets, c'est super populaire, c'est très touristique, mais c'est bon, c'est de la bonne bouffe, c'est des bonnes places. Mais je veux dire, en règle générale, tu vas à Paris, ben c'est sûr que le restaurant qui est sur la rue la plus passante, le plus populaire, va être plus cher et moins de bonne qualité habituellement que les restaurants. C'est juste aller une rue. C'est littéralement une rue plus loin. Puis le meilleur exemple, le meilleur truc, là, puis si on résumait la bouffe, là, c'est vraiment regarder où les locaux vont. Spotter une file, que ça n'a pas de l'air, ben, on va dire dans une exception, dans la plupart des pays, si vous voyez pas trop de blanc dans une file, ben tu sais, ça c'est un bon exemple que les locaux vont pas aller là, ben que les locaux vont aller là, je veux dire, qu'il y a moins de touristes, allez là, vous êtes sûr que ça va être super bon puis super moins cher aussi. Fait que c'est vraiment juste ça, puis ça revient un peu avec toutes les astuces de voyage, en fait, le fait comme les locaux font, que ce soit pour vous déplacer, que ce soit pour vous loger, que ce soit pour vous nourrir, c'est ça, faites comme les locaux font. Sinon, d'un autre angle que Kevin, tu peux peut-être parler un peu plus, c'est quand vous voyagez à long terme. Bon, si vous savez, quand vous voyagez à long terme, ben évidemment, tout est moins cher. Puis Kevin, ben toi, c'est le meilleur exemple. Kevin voyage 11 mois et demi par année, disons, en dehors du Canada. Fait que toi, c'est presque toujours dans des Airbnb, cuisine, puis vous faites à manger pas mal souvent, je pense. Ouais, c'est ça. Ici, c'est ça qu'on a là, loué. Là, une petite, même on n'est pas ici longtemps. Là, on est à Buenos Aires, juste entre deux places. Là. J'étais au Paraguay puis en Uruguay juste avant. On est arrivé ici parce que mon père arrivait du Québec pour venir nous rejoindre. On est 4 jours à Buenos Aires, puis on s'en va dans un mois au complet à Bariloche. Puis là, même ici, on a pris un Airbnb avec une cuisine qu'on a utilisé juste une fois à date. Mais à Bariloche, on a une belle cuisine aussi, puis on peut l'utiliser. On a passé un autre mois à Buenos Aires, encore en février, qu'on avait une cuisine qu'on utilisait beaucoup là-bas. Parce que c'est sûr que c'est beaucoup mieux, surtout plus rapide, si tu ne veux pas toujours sortir et aller au restaurant non plus. Sauf que on avait un Airbnb en Thaïlande pendant un mois au mois de novembre où on n'a pratiquement rien cuisiné sauf des déjeuners. Je me suis plus ça faire un déjeuner chez nous pour être obligé de sortir tout le temps. Tout ça. Puis sinon, commander de la bouffe, c'est super facile aussi, mais c'est pratique d'avoir ta cuisine, un petit micro-ondes pour réchauffer des choses aussi si tu as besoin de faire des œufs le matin ou quoi. Là. Ça revient encore une fois à voyager comme les locaux vivent. C'est sûr que c'est beaucoup moins cher. Là. Les locaux vont pas au restaurant. Comme toi, en fait, finalement, c'est comme toi. Quand tu es au Canada, tu vas pas au restaurant tous les repas, ben c'est ça. Fait que si tu veux voyager pour moins cher, fais juste la même chose. T'sais. Des fois, c'est même, puis moi, je suis pas très Airbnb, en fait. Je suis absolument jamais dans des Airbnb, mais même moi, je vais pas dans des restos bien élaborés, jamais pour le midi, puis même en fait souvent pour le soir. Je prends presque tout le temps de la bouffe de rue ou des petites places que les locaux vont puis qui sont pas chères. Moi, comme je dis, je suis pas foodie, mais je veux goûter aux choses quand même locales, en tout cas, la plupart, là, je veux pas manger n'importe quoi non plus. Mais je vais aller dans des places qui sont pas chères parce que j'ai aucun plaisir à manger assez pour payer cher. Fait que moi, je peux très, très bien vous dire que c'est très faisable de voyager pour moins cher et manger pour moins cher, juste aller dans les places locales et pas dans les restaurants assis comme formels tout le temps, comme ce que vous feriez à la maison, finalement. Puis ce que j'ajouterais aussi, ben c'est un bon exemple. Bon, vous savez probablement notre philosophie sur les tout inclus, là, mais c'est quand même assez fascinant à quel point les gens connaissent vraiment pas ça, puis sont comme c'est vraiment moins cher, puis la bouffe est inclue, mais tu es au Mexique, genre, si t'aurais le moindrement sorti une fois de ta vie du resort, t'aurais vu que la nourriture est pas très chère, là, tu sauves pas énormément, là, puis la qualité, on s'entend que n'importe où d'autre que dans le resort va être bien meilleur, là. C'est la base, là. Il y a des places plus authentiques, des places, encore une fois, parce que les locaux vont, qui sont faites pour les locaux. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas juste, faut penser aussi que c'est, surtout quand on choisit des pays pas chers, ben, ça peut être vraiment, vraiment beaucoup plus abordable dans certains pays que la bouffe ici. Fait que justement, si tu veux te gâter, ben, tu vas aller dans des bons restaurants. Ben, le bon restaurant que Kevin a été en Thaïlande va évidemment te coûter vraiment moins cher que le bon restaurant au Canada. Puis t'en avais fait justement des bons steakhouse. On parlait vu que t'es en Argentine, là, quand t'étais là en février, là, des steakhouse, ça coûtait quoi, 15$, je pense. On a fait même pour un bon repas, 20$. Ouais, ça, c'est surtout au Paraguay. Le Paraguay, c'était incroyablement pas cher. Là. Ça revenait à 17$ pour un gros steak. Je pense 600 grammes de steak, un T-bone au Paraguay. C'était incroyable, cette affaire-là. En Argentine, c'est pas mal plus cher. Surtout l'Argentine, depuis les 2 dernières années, là, il y a eu une inflation incroyable et tout est vraiment plus cher que c'était. J'étais ici aussi en 2022. La différence de prix est assez incroyable. Sauf que, juste donner un exemple, on vient d'arriver de souper.
On était 4 personnes, on a mangé des steaks avec une bouteille de vin pour le souper. Ça coûtait 165, incluant le type, puis toutes les entrées, puis tout ça. Fait que ça revient à 41$ par personne dans une place super touristique, où on n'est pas sorti super loin. On est pas loin de San Telmo Market, si vous connaissez Buenos Aires. Fait qu'on était dans le San Telmo Market, une des places super touristiques, on dit de pas aller, mais c'était lundi soir, pendant tout est fermé, ça. Fait qu'il n'y avait pas grand choix. Puis ça a quand même pas si près. Ça revient à 41 Canadiens avec tout par personne, type, taxes incluses. Fait que c'est pas de tant pire que ça. Puis, dépendamment des places aussi que vous êtes dans le monde, si vous êtes en Espagne, des places en Europe, la culture du restaurant est beaucoup différente de ce qu'on voit au Québec ou de chez nous. On a vu chez nous, le monde ne sort pas beaucoup par le restaurant. Quand tu sors, ça te coûte tout le temps une fortune juste faire une petite sortie. Mais il y a des places que c'est beaucoup plus normal de sortir 4-5 fois par semaine. Pour tout ça, comme je disais, Bangkok, il y a plein de gens à Bangkok qui ne vont pas vraiment cuisiner parce que c'est tellement facile de commander du restaurant sur dans des applications, puis ça coûte pas vraiment plus cher. La fois, c'est moins cher que d'acheter tous les ingrédients puis de faire la bouffe. C'est moins de trouble, c'est sûr. Hein? Moi, ça dépend vraiment des places que tu as. Je viens de faire 2 fois, quasiment un mois chaque fois en Asie, là, en novembre, puis le mois qui vient de passer, là, puis ça faisait un petit bout que je n'étais pas allé, en fait, puis ça m'a vraiment rappelé à quel point c'est tellement pas cher. C'est ridicule comment que ça me fascine que les gens sont tellement bandés, excusez-moi l'expression, sur l'Europe, puis l'Amérique du Nord, puis les Caraïbes, puis toutes les places super chères. Puis si t'aimes manger pour pas cher, tu vas tellement le plus triper en Asie. Ben évidemment, si t'aimes la bouffe asiatique. Même en Europe. L'Europe, c'est beaucoup moins cher déjà que le Québec et les États-Unis pour tout ce qui est terme de restaurant. Là, n'importe où, pratiquement, même en Europe de l'Ouest, c'est beaucoup moins cher. Puis surtout qu'il n'y a pas de culture de type, vraiment, ça n'existe pas en Europe tant que ça. Là, fait que, il y a juste cet aspect-là, puis après ça, tout l'aspect de les gens en Espagne sortent beaucoup plus au restaurant, mettons, qu'au Québec. Fait que tous les prix sont en conséquence plus que par chez nous. Voilà, bon, on a déjà fait pas mal de 10 minutes qu'on voulait faire ce sujet, mais ouais, peut-être en 1 minute, tu parlais pour ceux qui aiment le luxe, là, des restaurants Michelin, qu'est-ce que tu as appris en faisant tous ces beaux restaurants chics-là, que souvent sa blonde a gratuitement d'ailleurs, parce qu'elle écrit sur un site américain qui couvre la nourriture et les choses de luxe comme ça, fait que c'est pratique, mais ouais, t'as quelque chose à partager, moi j'ai jamais, j'ai été à un restaurant Michelin, je pense que je sache, là, puis j'aime pas ça payer cher pour de la bouffe. Je veux dire, je vois pas la différence entre un bon restaurant qui me coûte 4 fois le prix puis un bon restaurant local qui a de la bonne bouffe que j'aime. Je la vois même pas la différence, que je déteste payer. Mais toi, peut-être que tu as changé d'opinion maintenant. Non, je suis encore pas mal du même bord que toi là-dessus. Il y a pas des affaires que je comprends pas comment ça peut être aussi cher que ça, mais. Ouais. Il y en a des fois, je trouve ça pire quand c'est trop fancy parce que genre c'est comme ça, il essaie trop que ça soit beau, une présentation comme originale, mais que t'es comme pourquoi? Genre je comprends pas, mais en tout cas, ouais. Continue. Il y en a un, c'était. Je vais essayer de retrouver vite le prix de ça. C'était vraiment incroyable, hein? C'était cher pour. Parce qu'on en a fait vraiment une gamme. On a fait 8-9 des restaurants Michelin à Bangkok, mais juste. Non, c'était pas ça. Je me souviens plus exactement de la. C'était-tu 26 000 peut-être? Je vais essayer d'avoir. Ouais, c'était genre 1000$ canadiens, je pense, pour le repas. Puis il y en avait des comparables à genre 100-200$ pour aussi de la très haute gamme que ça. Fait que je ne vois pas l'intérêt d'aller payer un peu le plus pour ça. C'est sûr qu'avec le wine pairing, ça venait avec le verre de vin qui était agencé à chaque repas, puis tout ça. Mais sinon, tu as les deux extrêmes, c'est ça. Parce que Bangkok, tu as tous les extrêmes. Là. Tu peux avoir du extra luxe avec les extra prix aussi de l'Ouest avec des chefs français puis tout ça, comme tu peux avoir des chefs plus locaux puis avec des plus en puis même juste de base qu'on a fait, on est allé dans c'est pas une étoile mais c'était reconnu quand même Michelin, la soupe qu'on avait fait dans le quartier chinois. Quelqu'un d'autre est venu me voir une journée, là, je pense que c'était quoi 6$ la soupe. Puis c'était reconnu Michelin. C'était quand même. C'est le bib gourmand. Fait que pour ceux qui ne connaissent pas le guide Michelin, c'est les restaurants les plus haut de gamme qui existent. Oui, c'est le même Michelin que les pneus en passant. Là. Beaucoup de gens qui savent pas ça, mais c'est le même Michelin. Mais là, ils ont sorti une catégorie de bib gourmand qui est comme pas tout à fait. En fait, c'est que c'est plus abordable. Donc, c'est de regarder qu'est-ce qui est bon sans être nécessairement cher. Fait que voilà. À Bangkok, c'est ça. Kevin, sa copine, m'a amené à une place puis la soupe était excellente, mais est-ce qu'elle était meilleure que l'autre soupe que j'ai mangé juste avant? C'est ça, je dis, moi,
Ouais. Je trouve qu'ils étaient toutes très bonnes. Les soupes plantées en Asie, là, je veux dire, sont toutes très C'est bonnes. ça. Ça vraiment faire Mais leur soupe, là. montrer Mais la de gamme 6 de $, prix, là. T'as 6 à genre 1200 $. Là. Fait que, ça dépend qu'est-ce que tu es prêt à payer et qu'est-ce que tu veux comme expérience. Mais je l'ai vu des super incroyables expériences à genre 200-300 $ aussi, là, qui étaient complètement fous comparé à des affaires 4-5 fois plus chères que tu vas avoir en Europe de l'Ouest. On a fait une coupe aussi en Belgique, dans une couple de pays en Europe là, qu'on a fait la même chose. Mais le comparatif de la même qualité en Asie était beaucoup mieux. Là, parce que t'as quand même un facteur Asie là-dedans. Là. Puis même à Buenos Aires, on en a fait aussi quelques-uns. C'est sûr, ça aussi, c'était excellent et moins cher parce que tout est quand même relativement moins cher ici. Mais on a fait aussi des trouvailles qui sont pas nécessairement Michelin, mais que quand tu fouilles un peu, tu es capable de trouver. Là, un genre omakase de sushi avec aussi un pairage de vin qui venait avec. Je pense que c'était 30$ US pour faire tout ça. Là. C'est quand même des trouvailles que tu vas pas vraiment trouver ça au Québec. Là. C'est juste un pairage de vin qui va coûter plus cher que ça, sans bouffe, chez nous. Sûr que le Canada en général et les États-Unis à côté, c'est pas mal les pires places au monde pour tellement de choses, surtout en voyage, là, incluant le prix pour tout, là, que ce soit, puis c'est quand même fascinant aussi, là, les gens qui dépensent des centaines de dollars pour des hôtels assez ordinaires hein, en Floride ou même Ouais. Old Orchard, on peut le nommer, là, c'est abusif comment que c'est cher, là, dans une place pas très c'est nostalgique. Je pense que pour plusieurs, là, ils vont à Old Orchard parce qu'ils ont toujours été à Old Orchard, mais c'est rien de chic, là. Puis la qualité que t'as pour le prix, là, t'as littéralement genre juste comme un vol de 3 heures plus bas là, vers l'Amérique centrale, puis t'en as vraiment plus pour ton argent. Fait que c'est évidemment la même chose pour la bouffe. C'est comme pour tout. Là, vous allez choisir les meilleurs pays, ben, vous allez avoir non seulement un voyage moins cher, mais aussi beaucoup plus agréable pour le même prix. C'est quand même assez important comme astuce. Et je dirais même c'est une des astuces les plus importantes. Ça fait 70 pays, toi 80, Kevin. Il y a quelque chose qu'on résume toujours, c'est choisissez donc les pays plus abordables. Il y a autant de choses à voir, sinon plus. Je dirais, en plus, il y a bien moins de touristes. Puis, tu sais, oui, on veut tous pas avoir de touristes dans les parcs, c'est sûr. Tu sais, les genres de gens qui voyagent une fois par année puis qui savent pas voyager, bon, c'est ce qu'on veut tout éviter quand on est des voyageurs. Ben, soyez pas ces gens-là, puis allez, c'est correct d'aller en France aussi, mais tu sais, faites juste pas tout le temps, juste aller dans les pays chers. Même quand vous allez en France, ben, faites juste prendre un vol de 2 heures de plus puis aller en Albanie, ça va vous coûter, le vol va littéralement vous coûter genre 100$, aller-retour, bon, mettons 150, 200 peut-être. Puis vous allez sauver tellement pour la deuxième semaine. Faites une semaine dans chacun. Comme ça, vous avez un peu des deux mondes. Le bout touristique populaire typique et un endroit un peu moins, c'est ça, un petit peu plus hors des sentiers battus qui va vous coûter tellement, tellement moins cher aussi. Puis qui va être une expérience beaucoup plus authentique. Ça, je dirais, j'ai aimé ça à l'Espagne, moi aussi. Là, j'ai été... mais là, on est rendu en 2025, là, puis ils font des manifestations qui sont des centaines de milliers avec des pancartes "Tourists, get the fuck out", genre littéralement, là, fait que pourquoi vous voudriez aller où ce que les gens sont vraiment littéralement écœurés de vous voir, alors que tu vas dans le pays, dans l'Europe de l'Ouest, en Europe de l'Est, pardon, où ils sont littéralement super contents de te voir, fiers de te montrer leur pays, ils veulent quasiment t'inviter chez eux, dans leur maison pour un repas, ça, c'est complètement une autre dynamique, beaucoup plus authentique, évidemment, de ne pas être avec les foules de touristes. Et, ben, pour garder le lien avec la nourriture, ben, c'est ça. La nourriture va être souvent beaucoup, beaucoup moins chère aussi et moins faite pour les touristes. Puis, une autre bonne astuce pour terminer peut-être sur la nourriture, puis après ça, Kevin, je vais te garder pour au moins la première question parce que je pense qu'elle est importante par rapport à Buenos Aires. C'est ça, c'est la dernière astuce, c'est de bon, évidemment, si vous êtes dans un pays anglophone, oubliez l'astuce, mais en règle générale, si vous voyez qu'un menu est en anglais, ben, essayez d'éviter. Pourquoi? Parce que c'est clair que c'est fait pour les touristes. Alors qu'avec Google Translate, tu fais littéralement juste pointer ton téléphone sur un menu dans une autre langue, ça te dit c'est quoi qui est écrit, là. Ça va tout être écrit, ça va être moins cher, ça va être plus authentique, plus local. Fait que c'est une bonne astuce, puis ça veut pas dire que tous les restaurants qui ont un menu anglais sont pas bons, c'est pas ça, mais s'il n'y a pas de menu en anglais, t'es vraiment plus sûr que ça va être un restaurant, évidemment, très local. Puis, encore une fois, c'est tout simple que regarder, c'est sûr que si tu vas dîner à, je sais pas, 3 heures l'après-midi parce que t'as skippé, bon, là, tu peux pas te fier à ça, mais si tu regardes sur les heures de repas, il y a 10 personnes, puis l'autre, il y en a 0, ben, dis-toi que la place qui a 10 personnes est probablement meilleure. Les gens de la place savent c'est quoi qui est bon. Sinon, moi, j'aime vraiment utiliser Google Maps dans les pays où ça fonctionne pour voir le rating. Moi, je suis quand même pas si difficile, mais c'est la salubrité. Moi, j'ai jamais été malade en voyage après 75 pays, fait que je vais continuer ça. Fait que je regarde toujours, ben pas toujours, mais j'essaie de presque toujours quand
quand c'est disponible, bon, en Asie, des fois, c'est plus difficile la langue, la barrière de la langue, Google Maps marche pas toujours bien, mais en Asie, on dirait que je suis moins stressé, là, la bouffe de rue est toujours très bonne, mais dans d'autres pays, tu te fies à Google Maps, tu vois que quelque chose est 4.5 sur 5, puis l'autre est à 3, ben, ça te donne une idée, là, c'est les gens de la place qui votent pour les choses. Sinon, même Grab, Uber Eats, donc les applications de nourriture, même si tu ne commandes pas, puis tu ne livres pas, ben, il y a les ratings au moins, fait que si la bouffe est pas bonne, ça va être écrit, fait que ouais, voilà pour la bouffe. Bon, je veux pas voler les questions, parce qu'on n'a pas beaucoup en plus, je veux pas te voler tes questions, Evelyne, mais pendant que Kevin est là, ben, enfin, je vais t'inviter, Evelyne, à venir quand même. Puis on va être 3 pour une rare fois, mais je veux que tu poses la question sur la sécurité à Buenos Aires. Et je vais faire une parenthèse là-dessus, parce que c'est quand même assez important, là, pour vrai. Puis c'est normal, quand on est moins expérimenté, d'avoir peur des places, puis tu sais, d'avoir... Ben, c'est même pas nécessairement d'avoir peur, mais c'est bien de s'informer sur la sécurité des places. Mais j'ai même pas jamais été à Buenos Aires, puis j'ai un peu de la misère à me concevoir comment quelqu'un pourrait penser que c'est pas sécuritaire. Tu sais, j'exagère peut-être, Kevin, tu vas pas me dire, mais tu sais, c'est genre, il y a vraiment aucun problème dans ce pays d'Amérique du Sud. C'est vraiment super sécuritaire. Mais c'est quand on le sait pas, on le sait pas. Fait que voilà, la question, je te la laisse, Evelyne, et je laisse Kevin répondre. En tant qu'expert maintenant de Buenos Aires. Alright, ben bonsoir. Fait que la première question de Denise, là, donc est-ce que c'est sécuritaire à Buenos Aires? Ben oui, c'est assez sécuritaire. Ça dépend tout le temps de t'es où. T'entends tout le temps des histoires parler du monde qui sont venus à 3h du matin chez eux puis ils se sont fait attaquer. Là, parce que c'est le genre d'affaire qui peut arriver un peu n'importe où. Là. Si tu reviens seul chez vous dans une rue noire à 3h du matin, ça se peut que tu te fasses attaquer. Mais si tu es juste normal puis tu te prends le jour dans les rues, ici c'est très sécuritaire. Il y a des quartiers qui sont moins safe que d'autres, mais n'importe où que tu veux aller et que tu vas vouloir voir des choses ici, il n'y a rien qui est pas sécuritaire. Je pense qu'en général, en Argentine, c'est assez très safe comme place. Toute l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay, même le Chili, c'est tous des pays très safe dans le sud de l'Amérique du Sud. Après ça, tu montes un peu au Brésil, ça dépend des places. Mais même à ça, au Brésil, je me suis senti quand même tout le temps safe. Evelyne est encore plus experte que nous autres. Ouais, c'est ça. Mais justement, Evelyne étant au Brésil en ce moment, donc revenue à Sao Paulo. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Sao Paulo, c'est super la place moins safe. Super under the radar. Il y a 22 millions de personnes à Sao Paulo. Là, c'est 5 fois Montréal. Là, fait que c'est une ville qui a plein de choses à voir. Évidemment, ben, le Brésil, je sais pas pourquoi, une mauvaise réputation un peu, mais même moi, j'étais en novembre, pas ce novembre-ci, l'autre. J'étais super... puis même, la seule fois, c'est me promener de nuit, justement, à 2h du matin, tout seul au centre-ville de Rio. C'est pas à Copacabana, pas à Ipanema, vraiment au centre-ville de Rio, parce que je revenais du match de soccer de Brésil-Argentine. Puis j'étais trop cheap pour prendre un Uber. Puis genre, oui, ça va l'air un peu plus cash, mais comme plus qu'une ville américaine le soir, non, pas vraiment. Comme une ville américaine, c'est quand même assez sketch aussi. Fait que c'est ça. Ça dépend vraiment, mais je pense qu'en règle générale, c'est sûr que dans les pays d'Amérique latine, puis là on généralise, c'est pas tout, parce que comme Kevin dit, Paraguay, Uruguay, Chili sont plus riches, c'est des pays vraiment encore plus sécuritaires. C'est sûr que tu sais, il faut que tu aies du gros bon sens. Tu peux pas faire tout ce que tu ferais ici, justement. Tu sors pas toujours ton cellulaire, puis tu sors pas avec des bijoux super chers, puis tu fais pas exprès. C'est sûr que c'est moins sécuritaire que le Canada, si on veut. Mais tu sais, de là à dire, genre, j'irai pas là parce que c'est pas sécuritaire, non, ça c'est sûr que c'est pas dans ce pays-là. Toi, Evelyne, en tant que voyageuse solo féminine, qu'est-ce que tu penses de la sécurité au Brésil depuis quoi? 1 mois, 2 mois que t'es rendu là? Là, ça fait 2 mois que je suis ici, puis mois de novembre, j'étais venue pour 6 semaines aussi, fait que je suis quand même rendue pas pire à connaître le Brésil, puis je me suis jamais sentie pas en sécurité. Honnêtement, je comprends pas la réputation du Brésil. Je veux bien croire qu'il y a des choses qui arrivent, mais quant à moi, ce que j'ai entendu, c'est tout le temps, c'est mettons quelqu'un qui dit « Ah, je viens essayer de voler mon téléphone », mais j'étais sous puis endormie dans le métro. Ça peut arriver dans n'importe quel pays. C'est pas parce que c'est le Brésil. Mais c'est ça, je voyage toute seule, puis je suis une femme. Puis je me sens toujours en sécurité ici, honnêtement. Même Sao Paulo, Rio, il n'y a pas de stress. Je pense que je suis habituée de voyager aussi, fait que je fais quand même toujours attention, mais rien de fou, là. Je veux dire juste que je me promène pas avec mon sel dans ma main, tu sais, dans la rue. Mais sinon, même si je veux prendre une photo, si je veux vérifier mon chemin, ben, je vais sortir mon téléphone de ma poche, puis je vais regarder, puis je continue mon chemin, puis il y a vraiment aucun stress. Je garde, à Rio, j'enlèverais mes bijoux, mais à Sao Paulo ou ailleurs il y a juste à Rio que
que je fais un peu plus attention, comme j'enlève mes bagues et tout ça. Mais pour le reste, il y a vraiment, il y a aucun problème. Puis tu sais, je le fais par précaution, pas parce que je me suis sentie pas en sécurité. C'est juste que les Brésiliens même, ils vont juste tout le temps te répéter que c'est super dangereux. Tu sais, même eux, parce que tout le monde connaît quelqu'un qui est arrivé quelque chose. Puis la ville a une réputation. Sauf que, d'ordre général, je suis rentrée des fois à des 3-4 heures du matin aussi à Rio, puis il n'y a pas de problème, là, je veux dire. Tu fais attention, oui, mais faut pas s'empêcher de vivre non plus. Non, c'est ça. Puis, tu sais, puis honnêtement, la liste des pays où ce que vous devriez vous empêcher d'aller à cause du niveau de sécurité là, est vraiment courte. Elle est vraiment, vraiment courte, même pour le voyageur moyen. C'est sûr que plus tu as d'expérience, mieux que c'est. C'est sûr, tu n'as jamais sorti dans le resort tout inclus de ta vie. Peut-être que d'aller à Rio tout seul, ok, peut-être que c'est là que tu vas faire plus attention, juste parce que clairement t'es pas expérimenté puis tu sais pas justement c'est quoi le gros bon sens puis juste les règles de base là, mais tu sais c'est ça, il faut dans la vie faut explorer le monde puis je pense que si on se limite à cause de risques quand même assez minimes là, vraiment minimes, c'est pas à son avantage là, fait que je pense que tu sais c'est ça, il y a des pays, il faut faire attention. Il y en a pas tant que ça qu'il faut vraiment ne pas aller. Bon, disant le gars qui était en Irak pour un week-end pour le fun, bon, je suis peut-être pas la référence, clairement, mais je veux dire, même, tu sais, des voyageurs qui sont peut-être moins téméraires, ben, comme, tu sais, Evelyne est un bon exemple, tu sais, je pense pas qu'elle ira en Irak pour le fun, mais, tu sais, ben, correct au Brésil, là, c'est quand même pas, c'est pas surpris. Surpris, bon. Ben, Kevin, toi, ta blonde, justement, est allée en Afghanistan. En Afghanistan. J'étais pas sûr, j'étais comme, c'était qu'elle y avait été ou elle voulait y aller, je me souviens plus. Elle était allée seule, en plus, je pense, ou avec... Ouais. Non, solo, traversée du Tadjikistan qui est là. Puis, mais ouais, c'est le Wakam Corridor, là, c'est pas super Afghanistan, Maine, ben dangereux, mais quand même. Là. C'est ça, comme moi, Irak, c'était pas la vraie Irak, là, c'était le Kurdistan, c'est super safe, mais tout le monde entend l'Irak, ils sont comme capote. Fait que bref, c'est ça, je pense qu'il y a quand même toujours un contexte à se mettre, puis mettre en perspective le risque. Là, c'est sûr que si tu entends parler d'un pays dans les médias, ben c'est sûr que c'est parce que quelque chose de mal est arrivé. Rarement les médias vont faire comme hey, aujourd'hui au Sri Lanka, tout va bien, tout le monde est heureux. Puis évidemment, ils n'en parlent pas. Ils vont en parler une fois aux 4 ans, quand il va y avoir une grosse explosion dans quelques églises, quand Kevin était là, justement, puis qu'il y avait des attentats. Puis là, tout le monde parle du Sri Lanka pendant une journée. Et 364 jours de l'année, les autres, il n'y a rien arrivé. Ça fait 5 ans, il n'y a rien arrivé d'autre. Mais là, les gens vont être comme Sri Lanka dangereux. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, faut être un peu réaliste de mettre en perspective le risque. Là, les chances que quelque chose t'arrive, que c'est un attentat de risque une fois par 5 ans, même s'il y en a un autre, faut que tu sois exactement où tu es, exactement le jour que tu es là, la minute que tu es là. Ça n'a pas de sens de se limiter d'aller quelque part pour de quoi d'aussi minime comme risque, en tout cas, selon moi. Là. Et bon, Kevin aussi, mais c'est ça. Fait que voilà, on a d'autres questions de Buenos Aires avant que Kevin retourne, on va skipper l'ordre, là, juste parce que Kevin, il va retourner, son père est en visite à Buenos Aires. On ne sera pas les 2 heures, mais si vous avez des questions sur l'Argentine, en fait, toute l'Amérique du Sud, là, tu viens d'en faire quelques-uns, pays, Paraguay, Uruguay, Brésil. Bon, Brésil, en fait, on a Evelyne aussi qui peut y répondre. Brièvement au Chili. J'ai vu l'aéroport à San Diego, c'est tout. Santiago. Ok, j'en vois pas. Je pense pas. Non, je vois juste quelqu'un qui dit que le sourire de Kevin est contagieux, mais sinon, il n'y a pas de questions sur Buenos Aires. Super, bon, ben merci Kevin de ton petit passage en vidéo live et on va te souhaiter une bonne fin de soirée à Buenos Aires. On va continuer les questions, moi puis Evelyne, puis c'est ça, à la prochaine. Ok, donc on continue les questions en fait les plus normales et on n'en a pas beaucoup encore, fait que gênez-vous pas si vous êtes le moindrement quand je vais poser cette question-là, mais gênez-vous pas, on a le temps ce soir, c'est rare, mais ça fait ça qu'on en fait 2 des 2 jours de suite, là, qu'on a remarqué. Là, comme là, on a fait une vidéo hier, fait qu'aujourd'hui, il y a moins de questions. Fait que profitez-en, posez vos questions. On va y aller avec une question. Oui, ben en fait, Denise avait des questions avant Buenos Aires, fait que je vais y aller avec ça dans le fond. Donc, elle nous dit, je vais acheter une eSIM avec notre comparateur, mais c'est la première fois. Donc, la question, si j'achète une eSIM pour 3 pays en Europe, quand je change de pays, dois-je faire une action?
Fait que pour ceux que ça savent pas, tu sais, arrêtez de payer 16$ par jour avec votre forfait Bell ou Rogers, c'est la pire arnaque qui existe, honnêtement. En termes de pourcentage, là, si vous payez genre pour une journée ce que ça devrait vous coûter pour un mois, là, c'est littéralement 30 fois plus cher, là. Fait que toujours prendre des eSIM. Si vous voulez économiser des fois, ben, si vraiment vous voulez gratter des scènes, là, acheter une carte SIM dans le pays, des fois c'est moins cher, une carte physique. Moi, je me borde plus de ça personnellement. Je suis toujours eSIM parce que je veux pas perdre de temps à aller dans une boutique. Puis la différence de prix est tellement rendue, souvent minime. L'avantage aussi d'avoir une eSIM, c'est que tu vas pouvoir recevoir tes messages textes gratuitement. Donc, si jamais tu veux te loguer dans un site de banque, pour ne pas les nommer, et tu as besoin d'un code qui t'envoie par texto, ben, tu reçois les textos gratuitement. Fait que ça reste ta carte SIM, elle reste dans ton cellulaire, tu pas besoin de la changer. Fait que ça, logistiquement, te sauve quelques secondes à chaque fois que tu veux ça. Mais c'est ça. Fait que les eSIM, j'en ai jamais pris pour plusieurs pays. Fait que la première chose que je dirais là-dessus, c'est vraiment de comparer. Premièrement, ça vaut-tu la peine de payer? Parce que des fois, c'est plus cher, l'aspect pratique d'avoir plusieurs pays sur une carte SIM. Des fois, non. Surtout en Europe, les pays sont assez interconnectés. Fait que des fois, non. Ce serait la première chose, juste de regarder les pays individuels puis regarder si c'est moins cher, parce que c'est vraiment pas compliqué une eSIM, là. Ça prend au maximum, puis peut-être j'exagère, là, genre 3 minutes pour l'installer, là. Fait que peut-être que c'est même moins que ça, là. Fait que c'est même temps qu'il faut que tu en achètes une dans 3 pays, ben ça va être 9 minutes au lieu de 3. C'est pas dramatique, mais c'est sûr que c'est plus pratique de l'installer juste une fois. Là. Fait que si vous voulez sauver du temps, oui. Faites juste comparer le prix. Fait que sinon, pour ce qui est de la logistique, ça devrait être écrit quand tu le télécharges, mais d'après moi, si tu l'achètes, je te dirais ça à 99% sûr, si tu l'achètes et elle est faite pour 3 pays, puis c'est une même carte eSIM qui est faite pour les 3 pays, tu n'auras rien besoin de faire. Automatiquement, quand tu vas arriver dans le pays, ça va se connecter au réseau local. Sinon, ça va être écrit, d'après moi, quand tu vas la downloader, qu'il faut que tu fasses de quoi en changeant de pays, mais je suis presque sûr que non. Ça devrait être assez facile. Ouais, ben moi, je l'ai fait quand même souvent là, d'avoir des SIM qui sont pour plusieurs pays. Surtout en Europe. En fait, souvent, dans le fond, j'ai habité en tout 5 ans en Allemagne. Puis j'avais là-bas, tu as une carte SIM qui fonctionne partout. C'est juste normal. Puis mais sinon, des eSIM en tant que tel, quand tu changes de pays, tu n'as absolument rien à faire. Ça se connecte. C'est le même réseau. Souvent, tu sais, moi, j'avais ma carte SIM en Allemagne, mais si j'allais en Espagne, Italie, peu importe, ça fonctionnait quand même. Mais avec une eSIM aussi, je l'ai testé déjà, puis ça fonctionne. Je l'ai testé aussi en Amérique latine, où j'en avais pris une, puis j'ai remarqué après que c'était écrit que c'était aussi disponible dans d'autres pays, puis ça donnait bien parce que je changeais de pays par surprise. Là. Des fois, ça arrive quand tu voyages. Tu te retrouves dans un pays que tu n'avais pas pensé être, puis ça fonctionne. Fait que c'est vraiment pas stressant. Puis, comme Andrew dit, là, ça prend moins de 3 minutes à télécharger si, mettons, tu aurais ça à faire, mais ça m'apparaît comme impossible qu'ils te demandent de faire une action quand tu changes de pays. C'est vraiment facile. Là, tu l'installes, c'est fini. Puis, t'en profites pour le temps de ton voyage. Puis, il y avait une autre question, en fait. Donc, je comprends qu'on n'a pas de numéro de téléphone avec une eSIM, mais est-ce qu'on peut se commander un Uber sans numéro de téléphone? Oui, absolument. Donc, Uber, ben, surtout, crée ton compte pendant que tu es au Canada. Comme ça va être réglé. Ça va être associé à ton numéro canadien parce que c'est plus pratique comme ça. Parce que justement, des fois, ils peuvent te demander un code de vérification, surtout si je sais pas, si tu essaies d'acheter une carte de crédit ou quoi que ce soit. Là. Fait que fais tout ça au Canada, comme ça, tu vas être prête. Puis après ça, ben, t'as pas besoin de numéro de téléphone pour utiliser Uber dans n'importe quel pays où ce que Uber est présent. D'ailleurs, ça fait penser justement pour ceux qui savent pas, il y a des pays où il n'y a pas Uber, ça veut pas dire que t'as pas la même chose. Donc, Grab, en Asie du Sud-Est, qui est vraiment exactement le même principe, là, donc quasi identique avec un logo vert au lieu d'un logo noir. En Chine que j'étais, c'était Didi. En Amérique du Sud, je me souviens pas, au Brésil, c'est Uber. Uber fonctionne, mais il y a aussi 99. C'est la même affaire, mais c'est jaune. Puis c'est souvent vraiment moins cher. C'est ça, 99, le chiffre. Ouais, je me souviens qu'il y en avait un autre là-bas. En Europe, ben, des fois, il y a des pays que, aux États-Unis, il y a Lyft aussi, là. Je sais que c'est pas très populaire aux États-Unis de ce temps-ci, là, mais avec, il y en a plein. Fait que souvent, c'est juste littéralement de prendre 2 secondes sur Google, dire, what are the ride apps in, puis là, tu marques le nom du pays si tu veux être sûr de voir les options, mais, c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que tu peux tout de suite faire ça sans numéro. Comme tu crées un compte Grab, mettons quand tu arrives en Asie du Sud-Est, ça se peut que justement ils te demandent ton numéro canadien, avec que tu rentres ton numéro canadien. Mais c'est pour ça que je disais, des fois, l'aspect pratique du eSIM, c'est que tu vas pas recevoir un code par texto sur ton numéro canadien, si jamais. Puis c'est gratuit, en passant, je sais que toutes les fois, on se fait toujours dire, mais non, recevoir des messages textes, c'est pas gratuit. Ben oui, c'est gratuit. Tu peux pas contrôler de recevoir un message. Tant que tu réponds pas, c'est gratuit. C'est pas comme un appel, parce qu'un appel, ben, si tu réponds, ben, t'as choisi de payer plus. Mais le texto, tu
peux pas lui dire non, je le veux pas. Fait qu'il rentre, il est gratuit, il faut juste pas que tu répondes. Fait que ça, il n'y a pas de problème. Puis, ouais, c'est ça. Fait que je dirais de créer le compte Uber en étant au Canada. C'est sûr que ça doit simplifier les choses rendues sur place. Là. Puis, ça vaut vraiment la peine. Puis, un bon exemple de ça, c'est que c'est un bon exemple de comment beaucoup de touristes se font tout le temps toujours avoir parce qu'ils savent pas. Puis c'est normal, quand on le sait pas, là, mais les taxis d'aéroport, c'est une des pires arnaques de toute l'histoire des voyages. Puis il y a des pays où ça vaut pas la peine de gratter des scènes puis de prendre un autobus ou quand c'est vraiment pas cher. Je donne un exemple que j'étais en Ouzbékistan. J'étais arrivé, puis le gars, il essayait de me vendre son taxi à 100 000, je me souviens plus du nom de leur devise, là, mais en tout cas, 100 000 monnaies ouzbèques. Puis, moi, j'avais checké comme toujours, parce que c'est la base. Quand que tu veux voyager, la première chose que je fais toujours, c'est d'aller sur Wiki Travel pour aller voir c'est quoi les moyens de transport de l'aéroport à la ville. Ça t'éliste tout, c'est super pratique. Sinon, si tu fais pas ce devoir-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est sûr que tu vas juste prendre un taxi, tu vas prendre la solution la plus simple, la plus pratique, le moins d'efforts possible, puis le taxi va sûrement être beaucoup trop cher. Sauf dans des pays comme l'Ouzbékistan qui sont super abordables, quand j'ai ouvert l'application qui est pas Uber, puis qui est pas, je me souviens plus du nom de l'application de style Uber en Asie centrale, mais bref, un équivalent d'Uber, c'était 9000. C'est juste pour vous montrer à quel point vous faites fourrer si vous prenez le premier prix d'un genre de chauffeur de taxi dans un pays de même. Là, il m'a dit 100 000, puis ça m'a coûté 9 000 en prenant l'application. Parce que l'application, ils savent pas que t'es un touriste. Fait que c'est le même prix pour tout le monde, fait que t'as le vrai prix, pas le prix qui essaie de te fourrer parce que t'es un touriste. Puis c'est ça la différence des fois, là, de 9 000 à 100 000. Là, c'est fou raide, là, c'est 10 fois plus. Là. Fait que c'est ça. C'est un bon exemple de pourquoi Uber est génial. Puis Uber et les équivalents quand vous voyagez. Vraiment beaucoup mieux que les taxis locaux. Puis en plus, c'est beaucoup plus sécuritaire. Là. Je me souviens, c'est une des premières fois que je voyageais dans un pays, disons justement, moins sécuritaire, quand j'étais allé au Liban. J'avais lu, parce que je le fais par principe, parce que c'est une bonne chose à faire de lire les avertissements de voyage du gouvernement du Canada, en sachant que c'est extrêmement alarmiste puis pas de fier à ça, mais au moins, être au courant un peu. Mais c'est sûr que si tu lis ça, puis t'es un voyageur qui n'a jamais sorti d'un resort tout inclus, tu vas lire ça, tu vas dire, bon, je sors jamais de chez nous, je vais rester à mon sous-sol, ils vont te faire croire que tout est dangereux. Fait qu'il faut en prendre et en laisser, et presque tout laisser, en fait. Mais c'est quand même bon à lire pour savoir des fois les quartiers qui sont à éviter, les régions du pays qui sont à éviter. Ça c'est une chose qui est pratique de ça. Fait que j'avais lu pour le Liban, tout ça pour dire, et il disait, dans la chose la plus ridicule que j'ai jamais lue de ma vie, prenez un taxi au lieu de prendre Uber. Genre, c'est à peu près le pire conseil de voyage que j'ai jamais entendu de ma vie. Et, of course, ça vient du gouvernement, parce que pourquoi quelque chose du gouvernement serait efficace ou logique, mais c'était, le taxi local t'embarque là-dedans. T'as aucune idée t'es où, personne n'a aucune idée t'es où, puis t'es pas traçable d'aucune façon. Dans l'application Uber, tout le monde sait t'es où, tu peux partager ta location avec ton ami, ta famille, whatever. Puis s'il y a de quoi, ils savent t'es où, puis c'est qui le chauffeur. Mais là, avec un taxi local, c'est le contraire. Fait que bref. Aussi, côté sécurité, Uber, for sure, bien meilleur qu'un taxi local. Puis quand tu prends l'application, c'est ça. C'est le vrai prix aussi, parce que c'est le prix que les locaux payent. Fait que tu te fais pas avoir sur le prix. Puis sinon aussi pour Uber, tu peux aussi t'en servir pour négocier. Tu sais, des fois, si c'est vraiment achalandé, Uber, ça peut être long un peu. Puis là, tu vois les chauffeurs de taxi. C'est sûr que ça fonctionne si tu parles la langue de la place. Mais je viens de le faire aujourd'hui. À Sao Paulo, aujourd'hui, c'est le déluge. C'est souvent le déluge ici, il pleut beaucoup. Puis les Uber, ils n'y arrivaient pas, là, puis il fallait que j'arrive pour le live. Fait que j'ai vu les chauffeurs de taxi, je leur ai demandé combien ça coûte de venir à mon Airbnb. Là, ils me disent au début 100 reais. Mais sur l'application, moi, c'était 50 reais. Un reais, c'est à peu près... non, $1, c'est à peu près 4 reais. Fait que, tu sais, c'est divisé par 4 les prix au Brésil. Fait que, tu sais, juste de savoir c'est quoi le vrai prix, si on veut, en taxi, en Uber, ça me permet de négocier. C'est sûr, je parle portugais, fait que ça l'aide, là. Sinon, bonne chance, parce que si tu parles pas la langue de la place, tu veux négocier. Il y a quand même une bonne barrière de la langue. Je dois dire que j'étais quand même un peu surpris. Dans ma tête, le Brésil, il y aurait vraiment beaucoup plus de gens qui parlent anglais, mais j'étais quand même assez surpris, ça, ouais. Toi aussi, tu confirmes, je parlais pas portugais avant d'arriver ici, mais maintenant, j'ai pas eu le choix de l'apprendre, puis je suis très contente, là. Mais c'est ça. Sinon, si vous parlez la langue de la place, vous pouvez toujours vérifier le prix sur Uber pour négocier votre taxi si jamais il y a quelque chose. Il y a trop de demandes Uber pour le moment, puis les taxis, il y en a tout le temps 1 million qui attendent, puis ils attendent juste ça, quelqu'un. Puis au final, souvent, entre pas avoir de course puis en avoir une à un prix normal, ils vont t'amener.
C'est juste que, question de sécurité, je préfère Uber, justement, comme Andrew disait. Dans l'application, une fois, j'étais pris dans le trafic, puis l'application m'envoyait des messages. T'es arrêté depuis longtemps, est-ce que tout va bien? Es-tu en sécurité? C'est vraiment... je trouve ça super bien fait, là, honnêtement. C'est drôle que t'en parles, parce que j'ai eu ce message-là pour la toute première fois, puis je prends Uber, puis Grab, puis tous les autres super souvent, là, puis j'étais à Bangkok, il y a une semaine et demie, là, j'étais dans le trafic à côté, parce que Bangkok était à Bangkok, et j'étais sur Grab, puis c'est ça, l'application Grab m'a fait le même pop-up, là, vous ne bougez pas depuis longtemps, est-ce que vous êtes correct? C'est la première fois que je le voyais, fait que c'est fait, c'est quand même bien fait, hein. Puis ce que je voulais ajouter par rapport à ça, c'était aussi, son astuce fonctionne même si tu parles pas la langue, en fait, parce que, avec Google Translate, parce que j'ai déjà fait aussi, même principe. Tu montes l'application, il est capable de lire des chiffres, là, des chiffres sont les mêmes à peu près dans toutes les langues, là, fait que tu montes carrément à Uber le chiffre, puis avec Google Translate, tu dis, tu me fais le même prix, puis il va te le faire, là, comme Evan dit, lui, il a le choix en faire 0 ou faire le vrai montant, qui peut pas te fourrer parce que c'est le vrai prix, mais c'est mieux que quand même avoir 0, fait que voilà. Fait que, prochaine question de José. Donc, s'il vous plaît, une liste pour la nourriture possible dans un bagage en soute. Je vais en Islande et dans des hostels avec ma fille. Tout est très cher. On s'accommode facilement. Oui, l'Islande. Quel cauchemar de pays pour le prix de la bouffe, mais aussi de tout. Je me souviens, et ça fait longtemps, là, je veux dire, c'était pré-pandémie, fait que tous les gouvernements qui ont dépensé beaucoup d'argent et qui ont fait de l'inflation, fait que j'imagine même pas aujourd'hui, mais je pense que le hot dog coûtait 10 là. C'était vraiment assez terrible comme prix en Islande. Et in related news, je suis jamais retourné en Islande, mais c'est ça. Fait que, mais c'est un beau pays, c'est sûr. Fait que c'est ça. Il y a une bonne, c'est un bon, le pays où ça vaut la peine de payer un bagage en dessous pour amener plein de nourriture pour pas avoir à payer 10 pour un hot dog. Mais fait que oui, les règles sont, ça fait souvent demander ça, puis honnêtement, je suis surpris qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a des règles pour les nourritures dans les avions. Voici la liste des choses qui sont bannies de nourriture par les transporteurs aériens. Aucune. Les transporteurs aériens se foutent de qu'est-ce que tu amènes. Tu as le droit d'amener ce que tu veux dans un avion, dans l'avion, tout ça. L'exception, évidemment, les liquides en avion, dans l'avion en tant que tel, c'est pas parce que c'est de la bouffe, c'est juste parce que tu n'as juste pas le droit d'avoir de liquide ou de quelque chose d'une forme gel, aérosol, / mou, qui va être de plus que 100 millilitres. Fait que ça, c'est sûr, mais ça n'a rien à voir avec la bouffe, là, c'est juste toujours. Ensuite, tu as les pays qui peuvent avoir des règles. Donc, ça, c'est autre chose complètement. Là. C'est juste pour être sûr que les gens comprennent. Fait que si tu prends un vol domestique, Montréal-Vancouver, là, tu peux amener tout ce que tu veux. Il n'y a aucune règle en avion. C'est vraiment les pays que la viande, habituellement, les fruits et légumes. Honnêtement, j'ai jamais amené de bouffe. J'amène pas de bagage de soude. J'ai jamais amené de bagage de soude de ma vie. Fait que vous comprendrez que j'ai pas de place pour amener de la bouffe. Fait que je ne connais pas tant que ça, mais je dirais que sur le site du pays, donc le site de l'immigration, des douanes du pays, peut-être, ça serait écrit qu'est-ce que tu as le droit d'amener en termes d'importation de nourriture. Mais règle générale, si tu peux être sûr que la bouffe, tout ce qui est viande et fruits et légumes, c'est presque toujours pas permis pour des raisons pas évidentes là, de cross-contamination, de choses qu'ils n'ont pas chez eux, et qu'ils veulent pas des maladies comme ça et des pestes et des whatever. Mais presque tout le reste, c'est correct, honnêtement, là. Fait que, je veux dire, à moins que je sais pas si Evelyne t'en connais plus sur le sujet. Moi, je suis pas la bonne personne pour répondre à ça, mais j'en connais pas tant que ça, à part que c'est ça. Pour la viande, fruits, légumes, d'habitude, ça dépend vraiment, mais pour le reste, il n'y a pas de problème. La seule chose que j'amène toujours en voyage, c'est un pot de beurre de pinot. Ouais. C'est vraiment con, mais c'est quelque chose qui est comme invention canadienne. Invention canadienne, donc c'est... Mais ça m'a sauvé plusieurs fois. Tu sais, t'arrives vraiment tard, t'as rien, mais au moins t'as ton pot de beurre de pinot. Peu importe. Fait que ça, j'ai jamais eu de problème avec. Mais sinon, j'amène souvent du sirop d'érable pour donner en cadeau à des gens. Fait que ça, j'ai jamais eu de problème. Mais si t'amènes pas de viande, fruits, de légumes, je vois pas qu'est-ce qui... Peut-être des fois des produits laitiers, mais en même temps, ça me surprendrait que tu veuilles amener ta pinte de lait puis la laisser à une température que tu ne connais pas dans ta valise. C'est logiquement, c'est tout ce qui est genre des céréales, des grains, whatever, des pâtes, si tu veux. Il n'y a pas de stress, je pense. C'est plus le poids, tu sais, si tu amènes plein de trucs qui sont plus lourds. Mais après ça, il n'y a pas tant de restrictions. Là. Comme tu dis, juste de vérifier comme pour les pays en tant que tels. Mais encore une fois, tu sais,
je connais pas grand monde qui veulent mettre un steak puis des bananes dans leur bagage de soute. C'est Ouais. pas... Ben, j'ajouterais une chose, c'est que je m'étais toujours un peu demandé si j'étais comme illégal à chaque fois. Puis j'ai eu une réponse en tout cas pour un pays, du moins. Je sais pas si c'est pour tous les pays qui considèrent ça la même chose. Mais moi, j'avais toujours 2 sacs de jerky. J'adore du beef jerky, des bonnes protéines, facile pour justement les cas où t'as besoin, tu veux juste manger de quoi de vite. Ça dépanne, tu sais, fait que ça prend pas de place, c'est tout mince, là. Fait que je mets toujours 2-3 sacs de jerky dans mes sacs, dans mon sac à dos. Puis quand je suis arrivé à Taïwan, en décembre, honnêtement, j'ai jamais vu un pays qui avait l'air aussi obsédé par les viandes, là. Tu sors d'avion, là, puis il y a comme 28 pancartes, la viande illégale, amende de genre 1 million de dollars taïwanais, là. J'étais comme, ok, peut-être ici c'est le bon pays pour pas prendre de chance, puis j'avais justement acheté un sac de jerky chinois, donc je voulais essayer du jerky chinois, puis c'est clairement de la viande, tu sais, mais tu sais, c'est pas de la viande fraîche, fait que je me suis toujours dit, ça doit pas être la même règle. Fait que, comme je sortais, puis j'étais rendu presque à la dernière porte, il y avait une autre pancarte qui disait genre Declare it or be fined 1 million Taiwan dollars. J'étais comme ouais, ok, peut-être que je vais le demander au gars. Puis il y avait un gars avec un intercom qui criait puis qui parlait des viandes en plus. C'était vraiment intense. Je sais pas s'il y a comme il y avait comme une particularité du moment que j'étais là, qu'il y avait une éclosion de quelque chose dans un pays voisin, je sais pas, là, mais je sais pas s'ils sont toujours aussi intenses, mais tout ça pour dire. J'ai demandé au gars, carrément, j'ai dit, je prendrai pas de chance, surtout que c'était un petit sac de jerky que je veux pas payer 1000, je sais pas comment que ça donnait en amende, en dollars canadiens. Donc j'ai demandé, j'ai montré, jerky, ça compte comme de la viande. Il dit, oui, il faut que tu jettes ça. Fait que j'étais comme, bon, ok, maintenant je le sais, en tout cas, que du moins Taïwan considère ça comme de la viande, même si c'est tellement processed, puis c'est tellement, bon, pas de la viande fraîche, mais bon. Fait que, à vérifier pour d'autres pays, c'est du lait de jerky. Puis sinon, ben là, mon autre truc, c'est toujours, j'ai toujours une boîte de 6 barres protéinées aussi, là. Fait que ça prend très peu de place. Puis c'est aussi ce qui dépanne, que j'aime mieux que du beurre de pinot personnellement, mais le beurre de pinot, ça fait aussi, là. Mais moi, des barres protéinées, ben ça dépanne aussi. J'ai même déjà souvent amené de l'isola de protéines de whey, donc de la poudre pour faire des shakes avec mon shaker. Puis les premiers coups, honnêtement, j'étais comme, ils vont-tu penser, ils vont-tu demander c'est quoi, surtout c'est dans un sac Ziploc de poudre, là, tu sais, c'est comme vraiment, c'est comme, ouais, c'est un peu bizarre. Mais tu sais, non, ils savent là que ça existe puis que le monde amène ça des fois. Fait que t'as pas de problème, encore une fois. Les seules choses que les pays aiment pas, c'est les choses fraîches là, d'habitude. Ouais. Après ça, on a des petits commentaires, je pense, des trucs des autres. Donc, Marc il disait, nous, en voyage, on préfère manger locaux, mais on gratte pas la scène sur la bouffe quand l'avion, l'hôtel, c'est gratuit, donc avec des points. Ou presque, bon, on mange où ce qu'on est puis ce qu'on a envie. C'est sûr, ça l'aide quand tu payes ton vol, ton hôtel en points, de gâter sa nourriture, là, ça fait moins mal. En fait, c'est souvent ça. C'est une des bonnes raisons que les gens s'intéressent au point. C'est pas juste la nourriture, mais juste sur le fait que t'as rien payé pour y aller, t'as rien payé pour le logement, fait que tu peux te gâter sur place, ce qui inclut la bouffe pour bien des gens. Pour moi, non, mais pour bien des gens, oui. Ça inclut pour les activités, ça inclut pour tout. T'as littéralement rien payé. Fait que c'est vraiment merveilleux. Mais oui, mais moi, je spécifierais que, tu sais, j'ai pas l'impression que je me prive non plus. Je mange toujours ce que j'ai le goût de manger. C'est juste que ce que j'ai le goût de manger est souvent pas cher parce que bon, je trouve que c'est plus, ça goûte meilleur quand c'est pas cher. Tu sais, je donne un exemple, justement, j'étais en Chine il y a 2-3 semaines, puis la place juste à côté de l'hôtel, c'est un addon. Tu sais, si honnêtement, ça n'arrêtait pas, genre, je pense que c'était même comme dans la même bâtisse que l'hôtel, là, c'était vraiment proche. Je voyais une longue file, à chaque fois que je passais, c'était une longue file, c'est bon signe. Puis c'était des steam buns, là, des petits buns de viande. Puis quand je suis arrivé pour en commander, 8, j'ai pas regardé le prix, parce que je me disais, c'est un peu de la bouffe de rue, c'est en Chine, c'est pas cher, là, mais quand je suis arrivé, c'était 8, c'était pas des gros, là, mais c'est quand même pas petit non plus, je sais pas, le gros de même, 8 bonnes pour 2 piastres, j'étais comme, ok, genre, c'est sûr que, puis là, je l'ai mangé, il était délicieux en plus, il disait, il y avait, sur leur pancarte, quand j'ai traduit avec Google Translate, ça disait qu'ils en vendaient 1 million par année, c'était une affaire de même, là, fait que sûrement qu'ils en vendraient pas 1 million par année s'il était pas bon, fait que c'est pour ça, encore une fois, que tu te fies au fil, c'est une bonne idée. Puis tu sais, des fois, c'est ça. Moi, j'ai plus comme. Je mange très bien du stock bon, même si je paye pas cher. Et puis, prochain truc de Monique. Donc, son truc quand elle va aux îles de la Madeleine et que les déjeuners à l'hôtel sont plus dispendieux, j'ai acheté un grille-pain à 14 $ en spécial avant de partir que j'ai mis dans ma valise de soute. Puis, j'ai donné après au centre communautaire des îles et puis les bénévoles étaient très contents.
c'est effectivement probablement le prix d'un déjeuner d'hôtel dans un pays cher comme le Québec, là, et le Canada, pardon, n'est pas encore un pays ici. Fait que tu sais, c'est une idée hors du commun. C'est sûr que moi, comme en tant que voyageur pro qui amène jamais de bagages enregistrés, ça marcherait vraiment pas. Mais j'ai justement vu quelqu'un qui avait ça comme carry-on dans l'avion, je sais pas où en Asie récemment, là, ce mois-ci. Il y avait quelqu'un qui son carry-on, c'était derrière une boîte de toaster. J'avais trouvé ça drôle, je l'avais pris en photo aussi, puis j'étais comme, ah, pourquoi pas, tu sais. Peut-être qu'il était moins cher les toasters d'où ce qu'elle arrivait où ce qu'elle allait, ou peut-être qu'elle voulait économiser sur les déjeuners. Bon, probablement pas, là, parce qu'on a dit les déjeuners coûtent pas très cher, mais bref, oui, c'est une idée. Tant que t'as pas payé ton toaster avec tes points Aéroplan, je dis ça en blague, parce que c'est le running gag, là, les gens qui savent pas, qui savent pas comment utiliser des points Aéroplan vont utiliser ça pour des toasters, ce qui est comme la pire chose que tu peux faire, mais tu sais, encore une fois, quand tu sais pas, tu sais pas. Mais à 14$, c'est un meilleur deal, c'est sûr. Probablement chez Walmart, pour ne pas le nommer, qui ont tout le temps des petits toasters cheap pas chers, là, quand tu veux sauver. Il y a des idées un peu comme ça qui sont originales et hors du commun qui peuvent marcher. Un autre comme ça qui me fait penser, ça n'a pas rapport du tout, mais juste parce qu'on est dans le sujet des choses hors des sentiers battus. Il y a quelqu'un qui avait déjà fait un article qui avait été viral là-dessus, c'est que les autos de location étaient super chères. Fait qu'il avait loué un camion de déménagement à U-Haul qui était genre vraiment pas cher. Puis c'était promené pendant tout son voyage avec son camion U-Haul. Ça lui a coûté un peu plus cher de gaz, évidemment, mais comparé au prix de l'auto de location, c'était vraiment pas cher non plus. Je suis ok, c'est original, ça, j'avais pas pensé. 80 pays presque, j'aurais jamais pensé de louer un U-Haul, mais maintenant au moins je vais savoir si un jour le prix est vraiment cher, je vais au moins comparer avec U-Haul. Ouais, puis dans le même ordre d'idée, ben pas du U-Haul, là, je parle plus du toaster. Moi, dans mon carry-on, j'ai toujours un petit mousseur à lait puis ma cafetière italienne pour me faire des espressos ou cappuccino quand je veux. Parce que dans n'importe quel pays, si tu veux un cappuccino, c'est tout le temps vraiment cher pour pas grand-chose. Puis pour moi, c'est une nécessité. Fait que ben je l'amène avec moi tout ce que j'ai besoin pour le faire. Puis c'est surtout quand tu voyages à long terme, des petits trucs comme ça peut vraiment t'aider à sauver de l'argent, mais aussi à faire à te sentir chez toi un peu n'importe où. Fait que c'est sûr, traîner le mousseur à lait en plus de la cafetière, c'est pas pour tout le monde, c'est sûr. Mais pour moi, c'est vraiment, ça vaut la peine. Parce que c'est pas le petit mousseur à lait, c'est juste le petit pic, c'est vraiment la grosse affaire. Ben, c'est pas si gros que ça, là, mais en tout cas, ça fait une très belle mousse. Peu importe. Fait que, tu sais, il y a plein de trucs comme ça que tu peux amener avec toi qui prennent pas nécessairement de place. Surtout qui sont pas lourds, là, c'est surtout ça qui est important. Puis, tu sais, je veux dire, le mousseur à lait, tu peux l'ouvrir puis mettre des bas là-dedans en attendant d'arriver. Là, tu veux juste le laver en arrivant, c'est correct. Juste pour pas perdre de place. Moi, ce que ça me fait vraiment penser, c'est que Evelyne, elle voyage pour plusieurs mois en carry-on only, puis elle a de la place pour son mousseur à lait. Fait que, tu sais, quand le monde dit, c'est pas facile, là, voyager léger, je suis pas capable, genre, comment, tu forces pas vraiment, là, t'es capable d'amener son affaire de mousseur de lait, là, bon, je blague un peu, là, mais c'est ça pareil. Mais je sais pas si vous avez eu le temps d'en parler quand vous avez été souper, toi et Kevin, au Brésil, mais Kevin est pareil avec son café, il est accro au café comme toi, puis il me semble qu'il traîne quelque chose comme ça, mais tu sais. Ouais, on a parlé. Ouais, hein, c'est ça, je me doutais bien. Il est aussi accro au café. Moi, je suis genre zéro, je bois zéro du café. Fait que je sais même pas c'est quoi un mousseur à lait. Genre, honnêtement, je sais même pas c'est quoi de quoi tu parles. Je suis comme, j'aime pas ça. D'habitude, j'aime toujours ça savoir tout. Puis là, je suis comme, ok, il parle d'un mousseur à lait. Je vais le googler pendant ce temps-là pour savoir c'est quoi que ça a de l'air, combien de place ça prend dans un bagage. Mais c'est ça. Bon, bref. Mais je pense que je suis plus dans la minorité sur ça, comme sur le fait de pas être foodie, que la plupart des gens adorent le café. Puis pour l'avoir checké, parce que moi j'ai une petite addiction aux refreshers de Starbucks qui sont si délicieux au Dragon Fruit parce que j'aime les choses sucrées. Et je regarde des fois dans certains pays qui sont pas chers pour me dire peut-être que le refresher est beaucoup moins cher qu'au Canada, puis je pourrais me gâter en prenant. Puis les prix dans les Starbucks sont toujours super chers. T'avais beau être dans le pays le plus abordable au monde, ça va quand même être fucking 7$ pour un refresher. Mais voilà, j'imagine que pour les cafés, c'est pareil, les cappuccinos comme tu dis. Ouais, ben, c'est des petits trucs qu'on trouve là, pour se faciliter la vie aussi. Là, ça dépend dans quel pays que t'es, mais ici, le cappuccino, ça me coûte le prix d'un repas au complet si j'en veux un. Fait que je vais me le faire moi-même. Bref, prochaine question. Donc, de Véro, avez-vous testé Roamless comme eSIM card pour avoir des données en voyage dans plusieurs pays? Donc, je pars en Albanie, Monténégro, Macédoine du Nord et Autriche cet été pour 32 jours. La première chose, puis on se fait souvent se poser cette question-là, c'est que
toutes les cartes eSIM sont toutes pareilles. On s'en fout complètement où tu la jettes. Ça se connecte à un réseau local. Fait que si tu la jettes sur Roamless ou sur AirAllo ou sur Nomad, peu importe, quand tu vas arriver en Albanie, ça va se connecter à exemple Albania Telecom ou peu importe comment il s'appelle. Puis ça va se connecter au même réseau, peu importe lequel tu achètes. Fait que achète le moins cher. C'est pour ça qu'on a sorti le comparateur. Evelyne, si tu veux mettre le lien, on en parle depuis tantôt. Là. On a sorti un nouveau comparateur. C'est vraiment, tu rentres ton pays, tu peux commencer juste avec le pays, puis là, tu vas avoir vraiment tous les choix. Tu vas pouvoir aussi filtrer par le nombre de data que tu as besoin. Tu sais, si tu pars juste par jour aussi, tu peux filtrer par jour et par nombre de data. Donc, c'est les deux critères là, que tu choisis. Fait que sinon, pour les pays, comme je disais un peu tantôt, c'est que vérifie si c'est vraiment moins cher d'acheter pour 3 pays ou vraiment de l'acheter individuellement parce que des fois, ça peut... C'est comme presque tout dans la vie, tu sais, plus c'est pratique, plus c'est cher. Hein? Fait que, tu sais, c'est le même principe pour un vol direct. Pourquoi c'est plus cher, même si tu as juste un vol comparativement à un vol qui a une escale, que tu as 2 vols, ben, ça va être moins cher en direct, plus cher en direct parce que c'est plus pratique. Ben, souvent, c'est comme ça. Pour comme exemple, les forfaits. Les gens qui achètent des forfaits de voyage, là, tout organisé, ben, c'est sûr que c'est plus cher. C'est tout fait pratique. Ben, c'est le même principe. Fait que, si tu veux économiser, compare. Mais sinon, c'est ça. J'ai pas testé Roamless, mais j'ai testé 5 différentes sortes de eSIM. Puis ils sont tous pareils, ils fonctionnent tous très bien. Faites vraiment juste prendre le moins cher, c'est le plus simple. Fait que ça répond à la prochaine question aussi d'Isabelle, qui est justement AirAllo ou Nomad, prends le moins cher. Honnêtement, prends le moins cher, ça va tout faire pareil. J'ai essayé AirAllo, ça a super bien été, comme j'en ai essayé plein d'autres, puis ça va toujours bien. Là, fait que c'est la même chose de mon côté, là. J'en ai essayé tout plein, je prends tout le temps. À chaque fois que j'ai besoin de données en voyage, je regarde le comparateur, c'est quoi le moins cher en ce moment, puis c'est ça que j'essaye, puis ça fonctionne tout le temps. C'est vraiment du pareil au même. C'est juste du marketing. Des fois, tu pognes une promotion, puis des fois, tu sais, j'ai des comptes sur à peu près toutes les compagnies de eSIM qu'il n'y a pas. Fait que un peu partout, j'accumule des petits points pour avoir des rabais à chaque fois, mais ça fait pas assez une grosse différence, là, des rabais de comme quelques cents à chaque fois. Puis parce que je change tout le temps juste pour le moins cher, puis aucun problème, là, fait que stressez vraiment pas avec ça. Le moins cher, c'est parfait. Surtout en Europe, là, habituellement, t'en achètes un dans un pays, puis ça fonctionne partout, même si c'est pas écrit. Mais je comprends que pour un voyage, tu veux être certain que ça fonctionne, que ce soit écrit clairement. Mais en général, tu l'achètes dans un pays en Europe, ça fonctionne partout. Il n'y a pas la même notion de données en itinérance dans le même continent, si on veut, là-bas. Là, c'est vraiment très facile. Donc, le prochain, c'est plus un commentaire, en fait, sur la bouffe. Donc, Monique qui dit, lorsque je suis allée à Dubaï, j'ai eu l'occasion d'aller manger au restaurant 7 étoiles dans le Burj Al Arab. C'était vraiment cher en 2009. Donc, 900 $ pour le buffet du midi, 4 personnes. Donc, on a ri, mais une fois dans notre vie. Le c'était en 2009, ça doit être rendu 1500 en ce moment. Là. Ça fait quand même longtemps, oui. Je veux dire, Barack Obama venait d'être élu, fait que ça fait quand même un petit bout. OK. C'est ça, tu sais. Souvent, il y en a qui, ça leur dérange pas, là, de payer pour ça, puis ça fait une expérience, effectivement. C'est une expérience unique, tu sais. Moi, personnellement, c'est juste, il y a aucune chance que je paye jamais de ma vie 200 $ pour un repas. Honnêtement, je le fais pas. Les seules fois que je me gâte en nourriture, c'est avec le crédit repas annuel de la carte Amex Platine. Elle me donne justement 200 $ par année pour aller dans un restaurant chic. Puis bon, ça fait 2 ans là, que ce crédit-là existe sur la carte qui est ajoutée, puis ça fait 2 fois que je l'utilise, puis je veux dire, à chaque fois, je me dis, wow, c'est vraiment bon, oui. Est-ce que je paierais 200 $ pour ça? Non, non, c'est sûr que non, mais quand c'est gratuit, ça va. Mais, comme, autant comme pour moi, tu sais, moi, il y a des activités que je ferais que probablement que les gens sont vraiment, c'est vraiment cave de payer pour ça. Ben, tu sais, on est tous différents, puis c'est correct. C'est à vous de décider quelle expérience que vous voulez. Je pense que c'est ça la clé quand tu es dans le voyage, d'avoir des expériences que toi tu veux avoir en fonction de tes préférences. Puis le dernier commentaire que je fais par rapport à ça, c'est les fameux bling-bling de Dubaï là, qui inventent là, des restaurants 7 étoiles. Ça n'existe pas. Là. C'est littéralement juste du marketing qu'eux, ils ont décidé. Même chose de l'hôtel, là, l'hôtel en forme de voilier. Là, on dit le premier hôtel 7 étoiles. Ouais, mais ça n'existe pas. C'est un bon 5 étoiles, oui, mais il n'y en a pas 7, il y en a juste 5. Fait que, c'est du marketing. Ils sont très bons là-dedans, là, Dubaï, là, pour
pour avoir réussi à convaincre autant de monde d'aller dans une ville dans le désert de même, où il n'y a absolument rien, tout est artificiel, là. Fait que, ils sont très bons, mais je serais curieux de voir qu'est-ce qu'il y a dans ce repas-là, parce que souvent, cet hôtel-là, justement, il est reconnu pour effectivement mettre, tu sais, c'est over the top. Je sais pas comment traduire ça en français, honnêtement, mais Dubaï, il y a plein de choses qui sont juste over the top, parce que c'est le luxe for luxury's sake, là. C'est juste pour dire que c'est vraiment luxueux. Mais c'est ça doit être effectivement une belle expérience à vivre une fois dans sa vie. Juste une fois. Ben, en tout cas, ça dépend de ton budget, là, mais une fois, c'est assez. Ouais, c'est ça, il y a toutes les sortes de gens, là. Il y a des gens que, genre, pour eux, aller au restaurant, ça coûte 500 $, ça leur dérange pas. C'est pas moi, clairement. Moi, j'aime bien mieux prendre 500 $ puis aller au Brésil, parce que littéralement, c'est le prix d'un aller-retour pour aller au Brésil. Mais tu sais, à chacun ses goûts, j'imagine. Ouais, non, c'est vrai, en ce moment, je checkais les deals tantôt, puis il y en a un pour Sao Paulo dans les 500, fait que c'est littéralement ça. C'est ça, j'aime un peu mieux ça. Ensuite, on a Véro qui partage ses trucs pour la bouffe pour pas cher en voyage. Donc, apporter 2 petits Tupperware pour t'amener des salades ou bouffe dans la journée pour éviter les restos. Faire l'épicerie à des places locales comme dans le fond des marchés. Puis cuisiner les mets locaux. Apporter la bouffe de la maison, tu sais qu'il va être vraiment cher là-bas. Donc, des noix, des céréales, des graines, tout ça. Puis, j'ajoute des fruits locaux, puis le déjeuner est fait. Puis aussi, acheter les fruits pas coupés, s'il vous plaît. Donc, ils vous vendent des mangues 4 fois plus chères pour l'éplucher en fleurs. Puis, c'est vraiment vrai, là. Pas coupé, c'est comme tu dis tout le temps, là, si c'est moins pratique, ben, c'est moins cher. C'est ça. Ben, c'est comme ici, là. Je veux dire, c'est pas différent, là. Je veux dire, j'étais allé à l'épicerie hier, c'est ça. Et j'ai acheté mon ananas coupé, puis il coûtait plus cher, mais je suis lâche. Fait que pour ça, moi, pour 1 pièce, 2 pièces, ok, je me dis ça vaut pas la peine. Pour d'autres personnes, c'est sur autre chose qui sont pas prêts à justement payer la différence, mais c'est ça, chacun vous décidez. Ok, on continue. Ouais. J'aurais un autre commentaire de Véro, dans le fond, par rapport à ce qu'on disait pour la nourriture en soute. Donc, la même chose, là, tu peux apporter ce que tu veux, mais le seul point qu'elle rajoute qu'on n'a pas parlé, c'est, à part le poids, considérer le risque de dégâts. Parce que c'est vrai que des fois, les choses explosent en soute ou, tu sais, on a tous déjà eu une bouteille de shampoing qui a coulé, quelque chose comme ça. Toujours. Ben, c'est... Ben, peut-être sûrement pas Andrew, là. Mais... Non, toujours. Ça explose. Un bon truc pour ça, ben, c'est du suremballage, là. Désolé l'environnement, là, mais c'est les choses que vous avez peur que ça coule, c'est ça, c'est de les mettre dans un Ziploc séparé, là, carrément, là. Fait que c'est un Ziploc, moi, par exemple, là, celui qui me, ben, j'ai jamais fait un article là-dessus, là, mais un jour je vais le faire, là. J'ai eu une belle expérience d'attraper la fièvre dengue en Inde il y a quelques années. Fait que depuis ce temps-là, je suis beaucoup plus assidu sur le chasse-moustique. Et puis, ben, tu sais, dans un bagage carry-on, ben, tu as juste un sac de liquide. Fait que le petit chasse-moustique, ben, il est toujours dans un sac du bloc, à part dans le gros sac du bloc, parce que ça, si ça coule, ça pue, c'est pas idéal, mettons. C'est dans ma crème que je me mets dans la face, je veux dire, on s'entend, c'est pas un bon mix, là, fait que juste de prendre des Ziplocs de plus, là. Mais oui, dans la soute, je pense que c'est encore pire. Encore une fois, très peu d'expérience avec la soute, mais tu sais pas où est-ce que l'avion, où est-ce que le bagage va dans l'avion, dans les aéroports, et ils font surtout très peu attention au bagage, là. Ils le garochent, là. Je sais pas si vous avez déjà vu des gens qui travaillent dans les aéroports s'occuper des bagages, là, mais tu sais, c'est pas délicat, là. Fait que ça se peut que les choses soient plus à la place où ce qui était, ou dans l'état où ce qui était. Fait que juste attention à ça, je pense que c'est une belle astuce ajoutée, oui. Et puis après, on a une question. Donc, Christine qui veut qu'on lui parle de la Roumanie. Et aussi, j'aimerais savoir quelle carte de crédit que vous deux, les gars, dans le fond, vous avez et que vous conservez sur le long terme. OK. La première chose, Roumanie, j'adore. Ben, en fait, règle générale, n'importe quoi qui est à l'Est, en Europe, j'adore. Toujours très... J'ai visité presque tous les pays d'Europe, mais pas toutes, là, mais mettons, je sais pas, probablement 30 sur les 45 ou quelque chose comme ça. Puis toutes mes préférés sont à l'Est, puis toutes mes moins préférés sont à l'Ouest. C'est juste ça. Évidemment, c'est personnel, mais tu sais, si t'aimes pas les foules, si t'aimes pas les prix élevés, si t'aimes pas les affaires peu authentiques, ben, tu vas être comme moi, fait que tu vas aller à l'Est, ça va être merveilleux. Roumanie, j'ai encore été en novembre. Très peu visité le pays, hein, honnêtement. Là, j'ai juste fait Bucarest, en fait. Fait que j'ai juste fait la capitale. J'ai adoré, j'adore. Puis j'ai entendu des très bonnes choses de la Transylvanie, des châteaux, le Dracula, même la côte sur la mer Noire, à Constanta, ça va être super beau l'été.
l'hiver, c'est pas assez, mettons, un climat chaud pour y aller l'hiver, mais l'été à Constanta, apparemment, c'est super beau. J'ai très hâte de retourner puis de vraiment visiter le pays pour la peine, c'est-à-dire pas juste Bucarest. Mais oui, fortement recommandé, beaucoup moins cher aussi que l'Europe de l'Ouest aussi. Puis les vols sont super pas chers entre l'Est et l'Ouest. Fait que, comme je disais, mettons que tu comptes 200$ aller-retour là, tu prends le moins cher qui traverse en Europe, là, comme toujours. Fait que tu vas arriver à Paris, tu vas arriver à Londres, peu importe. Puis après ça, compte un 200 de plus, puis tu vas être rendu en Roumanie. Si tu achètes d'avance, puis tu es un peu flexible, là, ou tu regardes ça un peu, puis ça vaut la peine d'ajouter ça à un voyage en Europe, je pense. Que ce soit la Roumanie ou tous les autres pays d'Europe de l'Est. Je dirais, encore une fois, j'ai pas visité beaucoup, mais je dirais que si tu veux quelque chose vers, ça fait penser un peu Allemagne à petit budget. C'est toi, c'était l'expert de l'Allemagne, Evelyn, mais tu sais que les châteaux, le countryside roumain, ça a l'air, je sais pas, ça me fait penser un peu à l'Allemagne côté paysage, je parle. Côté culture, c'est une langue latine, le roumain. C'est vraiment spécial. Parce qu'on entend souvent souvent, relatif, là, mais on connaît l'italien, on connaît l'espagnol, on connaît le portugais, mais le roumain, c'est presque toutes les mêmes racines de mots aussi, fait que c'est drôle de voir les affichages, c'est pas du tout la même chose, parce qu'il y a beaucoup de CD, puis c'est différent, mais tu peux te reconnaître quand même un peu, c'est une langue, avec la culture, ils appellent ça le Paris de l'Est, carrément, l'architecture, c'est super beau, ça ressemble vraiment, à Bucarest, ça ressemble à Paris, fait que j'aime beaucoup mieux Bucarest que Paris, personnellement. La barre est basse, mais bon, pour moi, je choisirais Bucarest 9 fois sur 9 et 11 fois sur 10, je devrais dire. Voilà. Sinon, l'autre question, c'est les cartes de crédit. Honnêtement, les cartes que tu gardes à long terme, ça dépend vraiment de chaque voyageur. Ceux qui varient pas, que tous les voyageurs devraient toujours avoir, c'est ta plus vieille carte. Ou tes plus vieilles cartes. Si t'en as des vieilles, tu les gardes toujours. Tu les fermes jamais. S'ils ont des frais, comme pour ne pas la nommer, la fameuse Desjardins World Elite que tout le monde pense qui est bonne, mais qui l'est pas, tu la fermes pas, mais tu la rétrogrades à la version Desjardins gratuite. Comme ça te coûte 0, mais tu gardes l'historique des crédits, donc c'est vraiment important. La deuxième que tout le monde devrait avoir et tout le monde devrait garder, c'est la carte Marriott. Evelyn va mettre le lien dans les commentaires, mais honnêtement, je la vendrai pas tout de suite parce qu'il y a des offres tellement meilleures que celle-là en ce moment. 1000$, comme je dis en intro, fait que c'est vraiment peut-être pas le meilleur timing pour la prendre, mais tout le monde devrait la prendre éventuellement et la garder parce qu'à chaque année, elle donne un certificat qui vaut 315$. Puis, c'est approximatif, là, ça pourrait valoir 500$. Pour donner un exemple de très bonne utilisation, parce qu'on parle de Brésil, quand j'ai utilisé mon certificat au Brésil, c'était le soir que Taylor Swift, un des soirs que Taylor Swift était en ville, les hôtels étaient tous absolument fous, parce que tous les Américains ont fait comme moi, puis au lieu de payer 2000$ pour un billet Taylor Swift, sont allés au Brésil pour le même prix, ils ont eu un billet d'avion, ils ont eu plein d'hôtels parce que ça coûte pas si cher, puis ils ont eu le billet de Taylor Swift à 22$ US comme moi. Et ensuite, les hôtels, par contre, étaient chers le jour même, parce que moi, je réserve. Bon, j'ai le petit défaut de des fois pas réserver rien du tout, jamais, ce qui est habituellement pas grave, mais ce soir-là de Taylor Swift, c'était pas une bonne idée parce que c'était le samedi, tous les Américains qui ont juste comme 12 jours de congé dans toute leur année, ils sont tous venus pour les dates du week-end de Taylor Swift parce qu'ils repartaient littéralement. J'ai parlé avec plein de monde dans le Marriott, là. Il y avait du monde qui était vraiment arrivé le vendredi soir, aller au spectacle le samedi soir, puis reparti le dimanche. T'sais, Brésil, États-Unis, c'est quand même pas à côté, là, mais ça revenait quand même infiniment moins cher que payer un billet débile à 2000$ pour aller voir Taylor Swift aux États-Unis ou à Toronto, Vancouver, c'est aussi cher. Bref, tout ça pour dire, le certificat Marriott, il m'a sauvé 700$. Bon, si j'aurais pas payé 700$, on s'entend, là. Mais l'hôtel qui m'a donné, le certificat, valait 700$ le soir et je l'ai eu gratuit avec mon certificat. Fait que c'est un exemple de ça peut valoir vraiment beaucoup, ce certificat-là. Fait que tout le monde devrait garder cette carte-là. Puis après ça, ça dépend vraiment de chaque voyageur. Moi, je pense que la plupart des voyageurs devraient avoir au moins une carte qui donne les accès au salon gratuits. Est-ce que tu payes à chaque année pour ou tu en prends toujours une nouvelle avec une prime de bienvenue? Ben là, ça dépend de ton niveau de comment d'organisation puis d'effort que tu veux mettre. Moi, j'ai la carte platine dans mon cas, qu'Evelyn va mettre dans les commentaires. Si vous voulez une carte premium, là, qui a accès illimité au salon d'aéroport puis au plus grand réseau de salons d'aéroport, ben moi, vu que je voyage 50, 60 vols par année, ben, pour moi, ça vaut la peine de garder cette carte-là. Mais par exemple, c'est quelqu'un qui voyage moins, non, là, je dirais pas de prendre cette carte-là. Et à l'inverse, une que moi, je garde pas, mais que la plupart des gens devraient garder, c'est une carte Aéroplan. Evelyn va mettre dans les commentaires celle-là aussi, mais ça la donne un bagage gratuit sur Air Canada. Fait que, si moindrement, dans une année, tu prends 1 ou 2 vols à Air Canada, puis tu amènes des bagages enregistrés, ben, tu vas sauver de l'argent, c'est sûr. Moi, j'amène pas de bagages enregistrés, fait que ça vaut pas la peine. Fait que moi, je la garde pas, mais c'est pour ça que je dis, c'est vraiment différent pour chaque personne. Mais en gros,
ça ressemble à ça. Puis la dernière que moi je garde tout le temps, c'est la Cobalt, que Evelyne va mettre dans les commentaires aussi si vous êtes intéressé à la prendre. C'est la meilleure carte pour les débutants, c'est la meilleure carte dans l'ensemble au Canada. C'est 5 fois les points, puis c'est 5 fois les points qui se transfèrent à Aéroplan, donc qui peuvent valoir le double. Donc c'est comme l'équivalent d'avoir 10% de remise à l'épicerie et partout ailleurs en achetant des cartes cadeaux à l'épicerie. Fait que c'est énorme. Fait que pour toutes les fois que tu n'es pas en train de débloquer une prime, d'avoir 10%, c'est très bon. C'est avec ces points-là, les points Aéroplan, que j'ai fait la classe à faire pour aller en Asie en mars. Ben, en fait, je pense que je suis parti fin février, excusez. Fait que voilà un mois à peu près, j'ai pris 75 000 points Aéroplan. J'ai payé 133 de taxes. Puis j'ai eu un vol qui valait 4 000 en classe affaires de 13 heures. Donc un lit, un lit, c'est toujours intéressant en traversant un océan. Donc surtout un long vol de 13 heures pour l'Asie. 75 000 points Aéroplan. Fait que c'est incroyable la valeur qu'on peut avoir avec ces points-là. Fait que voilà. OK. Ensuite, donc, Monique voulait savoir quelle serait ta suggestion pour un voyage de 10 jours lorsqu'on a 65 ans? C'est dur à répondre, ça, parce que ça dépend de tellement de choses. Qu'est-ce que tes préférences? Comme, tu sais, moi, vous l'avez peut-être remarqué, en tout cas, surtout si vous me suivez sur Instagram puis vous voyez mes stories, tu sais, souvent les gens me disent tu t'aimes ça les villes, toi? Ouais. Moi, tu sais, je dis la nature, oui, là, tu sais, de temps en temps, comme n'importe qui, mais tu sais, genre, j'aime bien mieux dans une ville, puis voir la culture d'un pays, ben, t'en verras pas dans le milieu de la nature, parce qu'il y a personne, tu sais, la culture, ça se passe dans les villes. Moi, j'aime les villes. Toi, t'aimes peut-être mieux, justement, les plages. Moi, j'ai un TDA que, genre, après 1 heure à une plage, je fais comme, OK, qu'est-ce qu'on fait, là? Genre, je suis écœuré, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que tout le monde est différent, mais, 10 jours, tu sais, dans le fond, ça te limite un peu, parce que, je pense qu'aller en Asie pour 10 jours, bon, il y en a qui le font, c'est clair, mais c'est un peu loin. Europe, je pense que ça passe. Là, pour 10 jours, c'est limite, certainement, mais tu sais, les vols sont souvent moins chers qu'aller genre à des places plus proches. Fait que, tu sais, ça change vraiment quelque chose que ça soit plus loin. Si le prix est le même, ben pourquoi pas. Fait que, tu sais, c'est ça dépend tellement de facteurs. Et peut-être précise comme tu sais, si tu veux de la nature, tu veux des montagnes, tu veux de la randonnée, tu veux des musées, tu veux de la bouffe, tu veux c'est le plus gros problème des voyages, je trouve. Puis Evelyne, c'est une grande voyageuse aussi, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, le plus gros problème des voyages, c'est qu'il y a tellement d'endroits à visiter et si peu de temps. C'est à chaque fois de ma vie que je fais comme... Tu sais, j'étais arrivé en Asie là, à la fin février, là, puis j'avais aucun plan. J'étais comme, j'ai juste pris le vol en classe affaires qui se rendait, parce que je voulais y aller en classe affaires. Puis tout ce que je savais, c'est que je voulais aller dans les hôtels Marriott pour la promo, pour le statut. Fait que oui, j'avais une restriction, mais j'étais comme, je vais aller littéralement n'importe où. Puis ça a pris 4 jours. J'étais supposé rester en Corée juste comme 2 jours, parce que j'étais comme, je vais retourner en Corée. Il fait frais, on est en février, c'est pas le temps d'aller en Corée. Puis finalement, j'ai resté 4 jours parce que pendant les 2 derniers jours, j'étais comme, je sais pas où aller, j'ai tellement de choix, très peu de temps, 3 semaines. Donc, c'est ça, c'est le gros problème, mais ça fait que ça dépend de tous tes goûts. Ça dépend aussi, c'est quoi tu veux prioriser. Si tu me dis, moi, je veux pas que ça me coûte cher pour que je puisse revoyager dans 2 mois, puis de voyager plus longtemps, puis tout ça, ben, je te dirais pas, va à Hawaï. Parce que, genre, tout va te coûter littéralement 3 fois plus cher qu'en Amérique centrale, exemple. Fait que ça dépend de tes priorités aussi. Mais il y a tellement d'endroits géniaux dans le monde. Fait que donne-nous peut-être un peu plus de précision sur tes goûts, puis ça va m'aider un peu à m'orienter. Moi, je dirais que pour 10 jours, j'irais en Amérique centrale, genre Costa Rica, parce que tu peux faire autant de la plage que des randonnées en montagne, que visiter des villes. Il y a de tout. T'as pas vraiment de décalage. Je pense que t'as peut-être 1 heure de décalage horaire, ça dépend, je m'en rappelle plus trop. Mais tu sais, la seule chose, c'est que c'est pas tant abordable. Honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment cher, vraiment cher. Dans le sens que j'ai pas sauvé d'argent comparativement à si j'étais restée au Québec, là, ce qui pour moi est ma définition de vraiment cher. Là. C'est quand ça me coûte la même chose faire à l'épicerie ou manger au resto qu'au Québec. C'est donc, c'est quand même un peu moins cher. Là. C'est un petit peu moins cher que le Québec. C'est certainement une meilleure définition que les gens qui pensent que le Portugal est abordable. Moi, ça me fascine à tout le point. Puis c'est correct, quand je le sais pas, je veux dire, c'est normal, je ne critique pas. C'est juste que c'est fascinant que le Portugal, c'est abordable. C'est genre, non, c'est pas ça abordable. Genre, si tu compares à l'Europe de l'Ouest et le Canada, oui, ok, c'est sûr, mais c'est comme dire, genre, une Mercedes, c'est abordable parce que c'est moins cher qu'une Bentley, tu sais. C'est pas tout à fait abordable dans la vraie définition d'abordable, mais c'est sûr que c'est moins cher que l'Europe de l'Ouest, mais ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Comme tu dis,
Le Costa Rica, c'est reconnu, c'est le pays le plus cher d'Amérique centrale, mais c'est aussi, selon plusieurs, le plus beau. Fait que, c'est ça vient avec, là. Fait que, C'est aussi super touristique, c'est pour ça aussi que les prix sont élevés. Mais le fait que ce soit autant touristique, c'est très, très sécuritaire, le Costa Rica. Là. Je sais que c'est souvent la première question que les gens se posent. C'est super sécuritaire. Tout est bien fait, bien organisé. Si tu veux traverser le pays au complet, bon, c'est sûr, en 10 jours, ben, tu peux le faire, là, mais personnellement, je trouve ça rapide, là. Mais tu peux passer quelques jours à San José, après ça, aller à la plage un peu, aller voir des volcans. Pour les volcans, ils vont tous te dire que c'est une hike, une randonnée incroyablement difficile, puis tout ça. Puis ça prend une demi-heure, t'es rendu au top parce que le petit guide, il t'emmène vraiment proche de toute façon. Fait que c'est vraiment pas un stress, puis c'est pas, tu peux pas aller si proche que ça du volcan de toute façon. Mais toutes les agences de touristiques vont te dire que tu peux aller quasiment faire un plongeon dedans, là. C'est pas vrai, tu restes très loin. Mais anyways, Costa Rica, il y a de tout. Puis c'est pas loin. Fait que je pense que mais sinon, tu peux préciser aussi, là, puis on va avoir d'autres idées, là, mais pour 10 jours, ça se fait bien, là. Il me semble que c'est comme 5. Peut-être que je me trompe, parce que j'ai fait des escales pour me rendre, là. Mais il me semble que c'est pas super long en direct non plus. En tout cas, donc la prochaine question de Christophe. Je suis pas très familier avec les salons d'aéroport, mais je pense essayer bientôt parce que je vais avoir accès le 30 avril avec la carte de la banque que vous pouvez pas nommer. J'aimerais savoir à quoi ça donne accès concrètement ces salons, particulièrement ceux à Montréal. Si vous êtes comme Christophe, vous voulez goûter au salon d'aéroport pour la première fois, premièrement, je vous encourage excessivement fortement à le faire. C'est merveilleux de ne pas être à la gate avec les autres. Ça fait très snob à dire, je le réalise, mais c'est ça pareil. C'est vraiment le fun. Fait que quoi t'attends? Ben, premièrement, pour Evelyne, si tu veux mettre le lien de la carte, là, c'est une des cartes qui te donne 1000 en ce moment. C'est vraiment le meilleur temps si vous êtes pas encore, malheureusement, pas rentré dans les récompenses voyages encore, c'est le temps là, de commencer. La carte donne 1000 piastres. C'est des points super simples que tu peux utiliser pour n'importe quel voyage. Donc, il n'y a pas de complexité. La valeur change pas. C'est toujours la même valeur fixe, 1000 piastres, n'importe quel voyage. Je peux pas avoir plus simple que ça, vraiment. Et 4 passes de salon à partir du 30 avril. Donc, c'est un nouvel avantage qui est ajouté à la carte. Même si tu commandes la carte tout de suite, tu as l'avantage le 30 avril, bien sûr. C'est un nouvel avantage qui est ajouté à la carte. Ça n'a rien à voir avec l'offre. Donc, c'est le temps de commencer à vivre l'expérience des salons. Fait à la base des salons, c'est quoi? C'est atmosphère plus tranquille, ça c'est sûr. Il y a pas de... Ben, ça peut arriver qu'il y ait un enfant qui crie, parce que les enfants ont malheureusement le droit d'entrer dans les salons eux aussi, mais je veux dire, il y en a moins forcément qu'à la gate. C'est le plus tranquille, t'as des chaises. C'est pas des chaises, c'est pas des petits bancs là, en métal qui n'ont absolument aucun rembourrage, c'est des sofas, des fauteuils, pardon, je cherchais le mot, c'est confortable. La bouffe et l'alcool et tous les breuvages sont gratuits. Ça, c'est, mettons, la base. Quand je dis la bouffe, ça peut arriver que dans certains salons, la bouffe, ce soit juste des collations ou des sandwichs ou des salades, c'est plus basique. Mais règle générale, c'est de la nourriture chaude, donc un buffet de poulet, de riz, whatever. Fait que, règle générale, c'est plus de la bouffe chaude. Moi, comme je disais tantôt, je suis pas foodie, mais genre, je suis excessivement snob sur une chose, c'est que je refuse qu'un repas soit froid. Je peux pas comprendre que des gens aiment manger des repas froids, j'aime pas ça. Moi, je suis quand même, tu sais, je suis pas si pauvre que ça, là. Quand je mange, je dis je mange pas cher, tout ça, mais au minimum, toujours chaud. C'est mon critère de base. Avec moi, des sandwichs, oubliez ça, t'sais. Fait que bref, les repas dans les salons, d'habitude, c'est chaud. Fait que c'est ça. C'est la base. Après ça, des lounges plus, parce que c'est tous des salons indépendants. Ils sont tous différents. Là. Fait que, ça varie énormément, mais ça, c'est la base. Puis avec du Wi-Fi, évidemment, bon, si tu veux travailler ou si tu veux, c'est toujours du Wi-Fi gratuit de meilleure qualité habituellement que celui dans le terminal. Puis des toilettes plus privées, évidemment, que dans le terminal. Fait que ça, c'est la base. Souvent, il y a des douches, donc bon, ça, c'est intéressant, surtout entre deux longs vols, ou tu arrives d'un long vol, ou avant un long vol, le soir. Moi, je trouve ça pratique. C'est juste de fun de prendre une douche aussi dans un aéroport. Ça te sauve du temps à l'arrivée, whatever. Bon, ça, c'est le fun, mais pas tous les lounges ont ça. C'est ça, grosso modo. Fait que ça, à Montréal, fait que si tu prends la carte qui te donne 1000 puis qui te donne les 4 passes au salon, tu as accès à 2 salons du côté international à Montréal. Donc, c'est le salon Banque Nationale et le salon Air France. Le salon Air France, c'est infiniment mieux, selon moi.
Donc, tu peux t'attendre à de la bouffe chaude. Il est très beau aussi. Il a été rénové pendant la pandémie, là, fait que c'est très récent, c'est super beau. Celui de Banque nationale est correct aussi. C'est juste que je trouve que l'atmosphère est mieux dans le Salon Air France, si je peux dire ça comme ça. C'est ça. Fait que tu peux t'attendre de la bouffe chaude, le bar complet. Puis c'est ça. Je sais pas si c'est une question plus spécifique, là, mais voilà. Je vois qu'on a quand même encore, finalement, il y en a quand même pas mal. Fait que je vais essayer de répondre un peu plus vite. Là, je prenais mon temps parce qu'on n'avait pas beaucoup de questions, là, mais je vais être sûr qu'on répond à tout le monde. Fait que je vais essayer d'aller un peu plus vite, puis si vous avez comme un follow-up où j'ai pas répondu assez bien, ben, vous reposerez la question, puis on va sûrement avoir le temps d'y arriver. Donc, la prochaine de Monique, pourriez-vous me parler un peu plus de l'Allemagne, les choses à voir incontournables? Je vais te laisser cette question. Non, mais je vais juste dire vite, moi, j'ai pas été en Allemagne ben encore, mais j'ai vraiment hâte d'y aller, honnêtement, parce que je pense que oui, c'est l'Europe de l'Ouest, que ça va être cher, tout ça, ben bon. J'ai quand même entendu tellement de bonnes choses de Berlin que j'ai vraiment hâte d'aller à Berlin. C'est vraiment la ville la plus, mettons, qui m'attire le plus d'Allemagne, je dois dire. Puis de loin, là, c'est quand même drôle parce que le hub international des vols pour l'Allemagne, c'est Francfort, mais tu sais, genre, c'est comme probablement, okay, excuse-moi s'il y a des gens qui trippent sur Francfort, là, mais si on prend la pire ville qui existe de toute l'Allemagne, là, il n'y a rien là. C'est juste que l'aéroport est là. C'est bizarre, un peu comme concept, là, mais personne ne va aller là. OK, une journée peut-être, là, mais à part ça, là, prenez les trains et allez comme n'importe où d'autre, là. Ça se voyage quand même bien là, en Allemagne. J'étais à Cologne, j'ai vraiment aimé le peu de temps que j'étais à Cologne, fait que c'est haut sur ma liste quand même d'Europe. Ben, OK, peut-être pas le top de ma liste, mais quand même plus haut que d'autres. J'ai vraiment hâte d'aller à Berlin. Fait que toi, tu penses que tu as fait quand même pas mal toutes les destinations populaires du pays, j'imagine? Ouais, ben entre autres, j'ai vécu ça 2 ans à Berlin. J'adore cette ville-là, c'est pas compliqué là. J'aime beaucoup Berlin. Il y a énormément de choses à voir. Puis, ben c'est sûr la première fois que je suis allée, ça fait quand même 12 ans là, la première fois que je suis allée pour un an. Puis, fait que tu sais les prix aussi c'était vraiment 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 pas cher. Mais quand je suis retournée il y a 2, 3 ans, il y avait encore des endroits avec des bières à 1 euro. Fait que c'est encore comme tous les pays dans le monde, il y a de l'inflation, puis tout est de plus en plus cher, surtout après la pandémie, tout ça. Mais ça reste plus abordable, Berlin, pour une grosse ville, c'est abordable, sauf les logements, que ça l'a monté de façon anormale, ben un peu comme Montréal, dans le fond, là. Mais ouais, non, Berlin, il y a énormément à faire, puis il y a aussi énormément de musées ou d'activités gratuites. Fait que ça peut être quand même intéressant aussi. Il y a beaucoup de choses à voir là-bas, tu sais, si t'aimes l'histoire, c'est sûr que tu vas triper. Je vais essayer d'aller un peu vite, mais tu sais, grosso modo, c'est ça. Berlin, plein de choses gratuites à voir, puis c'est pas super cher. L'ambiance est vraiment différente. C'est une ville très artistique aussi, fait que c'est vraiment le fun. Puis le nightlife là aussi est vraiment vraiment génial. Sinon, ben c'est ça. Cologne évidemment là, c'est aussi c'est bon le dôme, plein de choses à visiter comme ça. Il y a plein de petits quartiers avec beaucoup d'art de rue aussi. Ça dépend un peu ce que les gens recherchent là. Sinon, moi j'aime beaucoup Hambourg aussi. C'est une ville portuaire, c'est différent. Il y a aussi une rue qui est un peu comme Amsterdam, là, le Red Light District. Fait que c'est un peu le même principe pour ceux qui s'en intéressent. Sinon, c'est vraiment différent, mais la Bavière, évidemment, donc c'est là que bon les châteaux là, de Neuschwanstein, c'est le château de Cendrillon, ou, je sais pas si c'est la bonne princesse, mais en tout cas, le château de Disney. C'est là que les plus beaux châteaux, je dirais, mais c'est aussi vraiment différent du reste de l'Allemagne en Bavière. C'est vraiment une classe à part, c'est plus traditionnel. Tu vas voir des gens dans des habits traditionnels pour le fun, là. Puis c'est là que tu vas avoir, tu sais, tous tes stéréotypes de l'Allemagne, tu vas les avoir en Bavière. Le reste de l'Allemagne, c'est pas la même chose. C'est vraiment différent. Ils sont très, une fait cocasse, là, il y a un drapeau à l'ambassade canadienne là-bas, il y a aussi un drapeau du Québec parce que eux aussi sont très comme séparatistes de leur propre pays. Fait que c'est un petit détail intéressant. Une société distincte, eux autres aussi, c'est ça, une société distincte. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, vraiment, c'est différent. Leur allemand est différent. Ben, il est plus similaire à celui de l'Autriche. Là. Il y a plus de R, tout ça. Sinon, il y a plein d'autres. Moi, ce que je ferais en Allemagne, honnêtement,
c'est visiter des petits villages, parce que j'en ai fait aussi vraiment, vraiment, vraiment beaucoup des petits villages avec plus de vaches que d'habitants. Mais c'est super le fun. C'est sûr, je parle allemand, fait que ça, j'ai aucune idée. En général, dans les capitales, comme partout dans le monde, toutes les capitales, il y a plus de gens qui vont parler d'autres langues. Dans les plus petits villages, il y en a moins. Sauf que ça fait des vraiment belles expériences aussi, là, dans des vrais beer gardens, dans des petits villages. L'ambiance est vraiment différente. Les gens disent souvent que les Allemands sont pas chaleureux puis qu'ils sont plus froids, mais c'est pas nécessairement vrai. Ça dépend. Dans des grosses villes, oui, ça va être plus froid, mais dans les petits villages, les gens sont vraiment différents. Puis c'est super beau, là, justement, se promener, soit en train, ou ça vaut quand même la peine de louer une voiture juste pour faire comme plein de petits villages en chemin. Tu sais, c'est pas excessivement grand non plus, l'Allemagne, fait que en peu de temps, tu peux quand même faire le tour. Puis Et tu peux rouler 200 km/h sur l'autobahn, bien sûr, aussi, si ça tu tombe. peux, t'es pas obligé. Si tu veux, si tu veux. Tu peux. Puis tu vas en voir, puis tu vas en voir qui vont plus vite que ça. Puis c'est sûr que ça c'est quelque chose que la plupart des gens sont vraiment intéressés. Mais c'est pas, faut faire attention aussi là, c'est pas partout sur l'autoroute qu'il y a des endroits évidemment où c'est réduit. Ben souvent, tu sais, la grande différence c'est qu'au lieu de voir un panneau à 100, le panneau est à 120. Sur l'autoroute, d'habitude c'est 120, puis sinon il y a des endroits où c'est clairement indiqué où là il y en a plus de limite. Fait que c'est pas partout là, fait qu'avant de vous faire pogner parce que les amendes c'est la seule affaire en Allemagne, les amendes puis les tickets de vitesse sont vraiment élevés. Puis il y a une tolérance zéro aussi pour l'alcool. Fait que tu sais des petites choses à savoir comme ça. Il y a souvent des barrages pour l'alcool aussi, fait que juste puis c'est tolérance zéro. Fait que c'est pas compliqué. Souvent, tu sais, j'ai déjà travaillé dans un bar en Allemagne, puis il y a des gens qui venaient puis étaient comme je peux pas boire d'alcool aujourd'hui, je conduis demain matin. Je me disais c'est quoi le lien que tu conduis demain? Fait que ouais, mais s'il y a 0,01 dans mon sang, ça fonctionne pas. Fait que tu sais, c'est des petits, ça n'a vraiment pas rapport comme petit détail sur l'Allemagne, là, mais ouais, on dit il y a tout à voir là-bas en fait là. Mais moi ma partie préférée de l'Allemagne, c'est soit Berlin ou tous les petits villages sont tous très très charmants, surtout pendant le mois de décembre, novembre, fin novembre, début décembre pour les marché de Noël. J'allais dire les parties de Noël, mais les marchés de Noël, chaque petit village, même si c'est juste 3 humains dedans, c'est décoré pour Noël. Puis il y a des comme le marché de Noël à Québec ou à Montréal, mais en vraiment vraiment mieux là. Puis ouais, c'est ce que Oh, l'Internet brésilien vient de faire une apparition dans la vidéo. Donc, ben justement, j'allais dire, bon, on va passer à la prochaine parce qu'on va essayer de pas répondre à tout le monde dans les 30 minutes qui restent. Donc, Marc, c'est plus une question sur Bali. J'ai été à Bali il y a 20 ans. On y retourne en juillet pour 6 jours lors de notre voyage à Kuala Lumpur. Mon ami arrive de là, il m'a dit que c'est rendu extrême touriste et un hotspot de gourou YouTube. Il est très déçu. Tu en penses quoi? C'est une excessivement bonne description de Bali. Bon, pas toute Bali, mais oui, les gourous YouTube sont tous à Bali, effectivement. C'est extrêmement touristique, oui. J'étais là la première fois en 2019. C'était déjà vrai, là. C'est sûr que depuis la pandémie et depuis la montée des jobs remote puis des digital nomades puis tout ça, je pense que c'est certainement pire. J'étais allé en novembre, mais je suis pas resté longtemps. Mais tu sais, je pense que Bali, ça peut encore être quand même cool si tu y vas parce qu'il y a, c'est pas juste c'est quand même grand comme île, là. T'as des coins comme Canggu qui est vraiment, oui, clairement le spot des gourous YouTube. Mais, tu sais, je veux dire, à Ubud, c'est encore, bon, c'est très touristique, c'est clair, il n'y a pas de doute, mais, tu pars des coins plus tranquilles. Mais oui, c'est extrêmement touristique. Fait que, tu sais, je pense que il y a plein d'îles en Indonésie que j'ai hâte d'aller visiter qui vont être beaucoup plus tranquilles. J'ai failli aller à Belitung, qui est comme une petite île au nord de Jakarta, justement là, en mars, quand j'ai passé mes 2 jours à me demander où est-ce que j'allais, là, quand j'étais en Corée. J'ai failli aller à Belitung. Il y a des îles juste au sud de Singapour, c'est les îles Rio, très moins touristiques, mais c'est sûr que Bali, c'est très touristique. J'aime quand même ça. Je dirais pas que c'est ma place préférée au monde, mais j'aime le vibe. Il y a comme il y a un vibe spécial quand même. Mais oui, c'est très touristique. Fait que 6 jours, c'est peut-être trouvé ça beaucoup, je sais pas. Mais tu sais, il y a moyen d'aller dans des places
mettons, plus tranquille de l'île, où ce que tu vas peut-être être moins confronté au tourisme de masse là, et au trafic légendaire de Bali qui a été construit pour probablement la moitié de la population qu'il y a en ce moment, là, puis il y a toujours du trafic, mais bon. Ça, c'est l'infrastructure indonésienne. Donc, on est rendu, après ton retour d'Internet brésilien, on est rendu à Nancy qui dit sur quel site achetez-vous eSIM? On a un comparateur avec Evelyn va mettre le lien justement après avoir posé la prochaine question. C'est permet de comparer vraiment tous les différents fournisseurs parce qu'il y en a tellement, là, puis il y en pousse à tous les jours, on dirait qu'il y en a 3 nouveaux, là, mais c'est la nouvelle mode là, parce que les gens commencent à réaliser que ça existe, premièrement, puis c'est tous les mêmes réseaux. Fait que c'est n'importe qui. Moi, je pourrais me partir un eSIM puis dire, hey, regardez, achetez chez nous, mais je vais te connecter au même réseau local. Là. C'est pour ça qu'on dit que le moins cher, là, ça revient tout au même. OK, donc prochaine question de Marc. Est-ce que vous connaissez le site web, l'application de Fork? J'arrive de l'Espagne et nous sommes allés dans quelques restos. Nous avons sauvé 50%. Nous avons visité Madrid, Torremolinos, Barcelone durant 2 semaines pour un coût total incluant vol, hôtel, transport intérieur, bouffe, boisson, etc. 950. Retour en classe à faire, Barcelone-Montréal inclus. Un gros merci à vous pour m'avoir montré comment ça marche, les primes de bienvenue et autres. Yes, merci à Marc. On a 2 marques qui sont très fans. J'ai mêlé les 2 marques parce qu'on pourrait, je pense que les 2 sont là ce soir en plus. Oui, parce que 2 questions plus haut, la question de Bali, c'était l'autre marque. Fait qu'on a 2 marques qui sont super fans puis qui ont compris les points puis qui nous font des beaux témoignages comme ça à chaque fois. Merci beaucoup. Fait que c'est pas cher, là, quand tu penses que la plupart des gens vont payer 950 juste pour leur vol, pour aller à Barcelone, puis toi, t'es revenu en classe d'affaires, puis c'est ton prix pour tout le reste, c'est merveilleux. Puis pour l'application de Fork, j'ai entendu parler, je me dis, moi, en tout cas, quand je voyage seul, ce qui est la majorité du temps, je vais pas dans les restos, je vais vraiment dans les petites places, là, fait que je pense que cette application-là, c'est plus pour si tu veux dans un vrai resto, là, qui va coûter un peu plus cher. Oui, il va être à moitié prix, mais tu sais, je veux dire, à la base, c'est trop cher pour moi dans mes goûts. Mais quand je vais avec ma copine, je vais plus dans les restaurants. Fait que je vais la regarder la prochaine fois pour pouvoir en parler, là, mais je l'ai jamais utilisé. Mais sinon, c'est ça. Merci à toi de partager ton témoignage. Merci à toi de continuer à venir puis d'en parler justement pour qu'on puisse montrer aux autres que c'est pas juste nous qui fait ça. C'est super facile. Prends des points, tu utilises les points, tu vas en classe à faire. C'est vraiment... c'est sûr, là, il faut apprendre un petit peu de choses, mais c'est pas vraiment plus compliqué que ça. Là. Les banques te donnent, excusez-moi l'expression, on a des shit tonnes de points parce qu'ils ont plein d'argent. Fait que profitez-en. C'est vraiment aussi simple que ça. OK. Après, on a Christophe qui dit j'ai une question sur la banque EQ. Est-ce que c'est facile de transférer de l'argent à cette banque à partir de notre institution financière? Je suis avec Desjardins pour mon compte chèque. Oui, super facile. Donc, n'importe quelle banque ou carte de crédit, c'est tout le temps très facile d'envoyer de l'argent d'une place à l'autre. C'est vraiment pas de quoi stresser. J'ai des cartes de crédit avec toutes les banques, par exemple, puis j'ai juste un compte de chèque, puis je peux payer toutes les autres banques avec ça. C'est vraiment les cartes de crédit puis compte de banque, c'est tout séparé. T'as pas besoin d'avoir un compte de banque dans chaque banque. Je sais que c'est pas ça ta question, mais à chaque fois, on se fait demander, genre, faut-tu que je prenne un compte BMO pour avoir une carte BMO? Non, ça n'a rien à voir. Fait que tu peux garder ton seul compte, il n'y a pas de problème. Puis pour EQ Bank, oui, puis Evelyn va mettre le lien de la carte prépayée EQ Bank. Tout le monde devrait la prendre aujourd'hui, là, ce soir, c'est pas une carte de crédit. Fait qu'il n'y a aucun effet négatif sur ta cote, il n'y a aucune demande de crédit, il n'y a aucune vérification de crédit. C'est comme commander un paire de jeans chez Old Navy. Il n'y a vraiment aucune raison de ne pas le prendre. Elle est gratuite, 100% gratuite, aucun frais. Et ça va te permettre de d'utiliser à l'étranger sans frais de transaction en devises étrangères. Donc, apprendre absolument ce soir. C'est pas une carte de crédit. Prenez-la tous. Et oui, moi, j'ai pas Desjardins, mais ma copine a un compte Desjardins, puis elle a pu transférer très facilement pour utiliser son compte EQ Bank. Fait que je me souviens même pas, honnêtement, si c'est, je pense que tu peux le faire juste en virement Interac aussi simplement que ça, là. Puis sinon, oui, tu fais signe de oui. Okay, parfait. C'est vraiment un virement Interac, je me souvenais plus si c'était ça ou s'il fallait connecter le compte, mais dans tous les cas, c'est facile, là. Fait que, il n'y a pas de problème, même avec... C'est Wise, il faut que tu connectes ton compte. Ouais, c'est ça. Et puis, tu fais un virement. C'est très facile, fait que oui, pas de trouble. Après, on a Laura qui dit on achète ça où une eSIM et est-ce que ça nous donne accès à des données Internet? Je connais pas trop ça, j'aimerais en avoir pendant mon voyage.
Ouais, ben où tu la jettes, ben on te recommande sur notre comparateur. Kevin va remettre le lien, donc c'est vraiment pour voir toutes les moins chères. Puis on a aussi un article que je crois qu'il y a peut-être le lien sur cette page-là direct, ou sinon Evelyn, tu veux mettre le lien de l'article qui explique comment avoir de l'Internet à donner. Fait que oui, c'est ça, c'est vraiment juste pour pas payer 16$ par jour pour avoir accès à vos données, comme vous faites avec Bell Rogers, qui est la pire arnaque de voyage. Puis tu sais, il y en a plein d'arnaques de voyage, là, fait que je prends pas ça à la légère de dire ça, mais en termes de pourcentage de comment tu te fais fourrer, pardonnez-moi l'expression, c'est vraiment un des pires, là, parce que c'est 16$ par jour. Pour 16$, souvent, tu as un mois complet de données avec une eSIM. Là. Fait que tu vas avoir accès à des données Internet pour une fraction du prix. Fait que c'est vraiment, vraiment avantageux pour les données Internet. Ensuite, on a Catherine qui veut savoir ce qu'on pense du couchsurfing à partir de l'application, des expériences, si c'est sécuritaire. Non, ça manque un peu à ma culture. Faudrait vraiment que je l'essaye. Je l'ai jamais essayé. Moi, j'aime bien les hostels. Les gens me trouvent trop pauvres, puis ils sont comment, les hostels? Ouais, moi, j'aime ça. Mais tu vois, j'ai jamais fait le couchsurfing qui est gratuit, donc tu vas vraiment chez des gens. C'est un tout autre monde, évidemment. La raison que je l'ai pas essayé, honnêtement, c'est quand même assez simple, c'est que moi, comme quand je voyage, ben, je suis pas en vacances, je travaille aussi. On travaille de n'importe où, comme Evelyne qui est au Brésil, elle travaille aussi, elle est pas tout le temps en train de faire le party au Brésil. Fait que tu sais, pour moi, le peu de temps que j'ai, ben, pas le peu, mais je veux dire, le temps que j'ai en voyage est déjà limité par le fait que je vais travailler quelques heures dans une journée. J'ai pas nécessairement le goût de me sentir à devoir faire du social nécessairement avec la personne qui m'héberge pour sauver, surtout dans le cas des hostels où quand je veux sauver, je vais aller dans un hostel qui va me coûter 15$ par jour. Ça, je peux me permettre le 15$ par jour du hostel, puis d'être vraiment libre quand j'ai fini de travailler, go, je vais où ce que je veux. J'ai l'impression, j'ai jamais essayé le couchsurfing, mais j'ai l'impression que je me sentirais mal de faire comme hey, ben merci pour ton lit gratuit, je te parle même pas, puis je m'en vais, je décolle, je vais visiter, tu sais. Ça me fait un peu antisocial puis un peu ingrat. Tu sais, je pense que l'idée de ça, c'est quand tu as le temps de. Tu sais, je pense que une des meilleures choses quand on voyage, c'est de pouvoir parler des gens locaux, puis d'apprendre c'est quoi qu'eux vont te dire, les meilleures places, tout ça, mais j'ai pas souvent le temps pour ça, honnêtement, moi. Mais si tu as le temps, je pense que c'est vraiment cool. C'est très sécuritaire dans le sens que tout le monde qui est là-dessus est vété. Bon, je prendrais les précautions typiques normales de base, mais tout le monde a un rating là-dessus. C'est pas n'importe qui peut juste genre dire hey, je m'improvise host sur Couchsurfing sans relier ton compte et tout ça. Fait qu'il y a comme un certain filtre. Mais j'ai pas d'expérience personnelle. Toi, Evelyne, as-tu déjà fait du couchsurfing? Oui? Ah, bon. Ouais, Wow. pas mal. Ben là, puis maintenant, vu que justement, il faut que je travaille puis j'ai besoin d'avoir un Internet stable, ça paraît pas, je dis ça puis ça coupe, là, mais bon, je fais quand même attention. C'est ça. Mais j'en ai fait pas mal du couchsurfing. J'ai toujours eu des bonnes expériences personnellement. Tu sais, t'es hébergé gratuitement, puis d'habitude, les gens qui font ça, c'est des gens qui ont envie d'apprendre à te connaître, qui ont envie de te partager un peu, tu sais, leur pays, mais c'est pas non plus des guides touristiques, là. Faut quand même, tu sais, je veux dire, ils t'hébergent déjà, là. Faut quand même se garder une petite gêne. Puis je dis ça parce que j'ai aussi fait couchsurfing quand j'avais un appartement à Montréal où je recevais des gens. Puis il y en a qui arrivaient, puis en plus d'être hébergés, ils pensaient que la bouffe était incluse, puis que j'allais leur faire un tour guidé de Montréal à chaque jour. Ben c'est pas tout le monde, on s'entend, là, mais ça m'a vraiment étonnée. Je me suis dit, avoir su, j'aurais peut-être pu être plus effrontée que ça dans la vie. Mais tu sais, ça dépend comment on voit les choses. Moi, je considère justement un peu comme Andrew, tu dis, la personne, elle te reçoit gratuitement. Tu sais, fait abuse pas. Mais il y a vraiment de tout dans la vie. Fait qu'il y en a vraiment qui arrivaient puis qui pensaient que le logement était gratuit, la bouffe était incluse, puis j'étais une guide touristique aussi. Ce qui est pas le cas. Mais il y en a aussi, tu sais, comme tu dis, il y en a qui arrivent, ils disent comme bonjour, ils droppent leurs affaires, puis tu sais, ils font leurs affaires, j'avais pas grand social à faire. Ça dépend des gens. Mais quand moi, j'en ai fait, tu sais, aller ailleurs chez des gens, ben, j'ai tombé sur des gens avec qui, tu sais, on fait passer une soirée à jaser en prenant un verre, tout ça, mais autant que, tu sais, je suis aussi libre de faire ce que je veux, là. T'es pas obligé de passer ta journée avec, là. Je veux dire, t'es pas pris au piège, là. Avec moi, vraiment, si t'as envie de le faire, je dirais, essaye-le. C'est super le fun, des belles expériences, puis j'ai aucune mauvaise expérience, à part quand j'ai reçu. Mais je pense que dans ta question, c'est plus, toi, tu veux aller en faire. Donc, puis en fait, je vois qu'après, le prochain commentaire, c'est par rapport au couchsurfing aussi, là, de Christine qui dit, quand j'étais au Congo,
au condo ou au Congo, je suis plus sûre. Mais j'ai souvent reçu des voyageurs en couchsurfing, puis j'adorais ça. J'avais l'impression de voyager en restant à la maison. J'ai fait 4-5 fois du couchsurfing aussi, seule. Toujours été vraiment le fun, j'avais eu de problème. Fait que j'imagine que pour recevoir, je pense que c'est vraiment condo, là, et non pas Congo qui est écrit, mais bon, peu importe. Fait que c'est ça. Moi, j'ai juste des bonnes expériences. Christine aussi. Donc, je dirais que Catherine, tu peux essayer. Et Christophe aussi, un commentaire juste positif sur Couchsurfing. Je vais te laisser le lire si t'es intéressé au Couchsurfing, ça en fait un plus. Là, il nous reste 18 minutes et on a quand même beaucoup d'autres questions. Fait qu'on va essayer d'aller vraiment vite pour qu'au moins tout le monde ait une petite réponse à leurs questions, même si c'est de base. Désolé, ça a été plus... on a eu finalement un regain de plein de questions plus dans la minute. Fait qu'on va essayer de répondre à tout le monde. Puis dans le pire des cas, si jamais vous parlez anglais, à 9h, on fait la même chose en anglais, puis il n'y a jamais personne en anglais. Et par personne, je veux dire, il y a vraiment beaucoup moins de monde, fait que beaucoup moins de questions. Fait qu'on va pouvoir y répondre instantanément si vous parlez anglais. Mais sinon, on continue et on va essayer d'en faire le plus possible là tout de suite. OK. Donc, Denise, vite, tu disais qu'avec eSIM, on peut recevoir les codes sur texto sans frais, même si on fait itinérance désactivée. Exact. Donc, les cellulaires, ça fonctionne deux choses. T'as les Internet, c'est une chose, puis appel, texto, c'est une autre chose. C'est pas par Internet, ça. Fait que quand tu mets itinérance à off, ben, tu reçois encore tes appels, tu reçois encore tes textos. Si tu réponds pas, c'est complètement gratuit, évidemment, parce que, comme je disais tantôt, fait que c'est l'avantage d'avoir une eSIM au lieu d'une carte SIM physique dans les autres pays. OK. Ensuite, Benoît qui dit « Ma plus grande surprise en Europe était qu'avec une carte SIM physique, j'avais un nouveau numéro de téléphone. Quelques applications comme email, banque croyaient que je tentais de pirater mes comptes et je ne pouvais pas recevoir d'appels ou de textos sur mon numéro canadien. Le eSIM ou un VPN ou les deux peuvent-ils éviter ces tracas? » Ouais, eSIM, ça l'évite. Le VPN, ben, ça change rien. Tu peux juste avoir une carte. Ben, il y a certains cellulaires dual SIM, là, que tu peux vraiment rentrer deux cartes SIM dedans. Mais la plupart des cellulaires, c'est une. Fait que c'est sûr que si tu as une autre carte SIM dedans, tu peux pas recevoir des textos. Il n'y a rien à faire. Là. Fait que même un VPN, ça changera rien. Le VPN peut être utile quand même, là, juste pour comme dire au cellulaire et à toutes les applications que tu es au Canada. Comme ça a l'air moins frauduleux, effectivement. Mais la eSIM, c'est le plus simple. OK. Ensuite, avez-vous des expériences avec le BritRail Pass au Royaume-Uni? Je ferai le tour du Royaume-Uni cet été pendant 6 semaines et je me questionne si ça vaut vraiment la peine ou non. Règle générale, puis ça va surprendre bien les gens parce que ça me fascine à quel point il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est des bons deals, là, les passes de rail, là, mais à moins que tu prennes vraiment beaucoup le train, c'est pas toujours très rentable, là, ces passes-là. Elles sont vraiment faites pour si tu le prends beaucoup. Fait que, ça dépend quand tu dis le tour du Royaume-Uni, tu veux-tu dire genre petit tour ou vraiment un tour de tout, c'est quand même grand. Il y a un bout sur un autre île aussi, là, mais il n'y a pas de train qui traverse. Mais, tu comprends ce que je veux dire? Ça dépend. Fait que, compare là, tu sais, fais ton itinéraire à peu près, puis tu sais, prends les billets de train que tu prendrais individuels, fais le total, puis compare avec le prix. Il n'y a pas vraiment d'autre façon de savoir. J'ai jamais pris de train de passe au Royaume-Uni. Mais ce que je peux te dire, c'est que les trains au Royaume-Uni sont reconnus pour être deux choses. Très cher et deux, très en retard tout le temps. Fait que c'est une rare fois que Via Rail a de l'air mieux qu'une autre place. Ben, Royaume-Uni, j'ai juste toujours entendu des mauvaises choses sur les trains là-bas. Voilà. Mais j'ai pas beaucoup d'expérience dans ce pays-là, autre que le train entre les aéroports de Londres et Londres. Mais ça, c'est pas vraiment la même chose. Fait que compare-les vraiment les prix individuels pour voir. OK. Après, ben, je pense qu'il y a plusieurs juste petits commentaires. Là. Il y en a d'autres, on dirait qu'ils amènent leur beurre d'épinot puis du sirop d'érable. Juste passer aux questions. Donc, Josie qui demande pour installer les eSIM, lequel est le plus facile. Répondre vite, c'est tout pareil. C'est vraiment la même chose. Puis... C'est 3-4 étapes, là. C'est vraiment simple. On a les étapes une par une là, sur un de nos articles. Evelyne va trouver le lien après la prochaine question. Puis je l'ai faite la dernière fois que je l'ai faite, je vous ai montré étape par étape. C'est vraiment très simple. Oui, j'essaie de trouver les questions. Ah, OK. Donc, avez-vous déjà, Marc qui demande, avez-vous déjà essayé le Too Good To Go en Europe? Possible d'acheter pour manger direct ou c'est 3h2? Je peux répondre là-dessus vite. J'utilisais toujours Too Good To Go en Allemagne. C'est vraiment pratique. Dans le fond, c'est pas très compliqué. À la fin de la journée, les restaurants, les boulangeries, ils mettent leur stock à 50% ou des fois, c'est gratuit même. Ça dépend. Tu as différentes choses que tu peux faire, mais souvent, tu as des sacs gratuits
Il y en avait même, ça c'est rare, mais des fois, il y a même des places de sushi qui font ça. Fait que moi, je trouvais ça vraiment, vraiment cool. Ça coûte vraiment pas cher, tu sais, évidemment, ça fait une différence, puis des fois, c'est même gratuit. Puis t'as beaucoup de nourriture pour presque rien, puis c'est juste que c'est à la fin de la journée. Fait que, tu sais, ça se peut que ça aille traîner là toute la journée, mais tu sais, normalement, c'est pas, tu sais, c'est encore très, très bon. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. Puis, ouais, moi, je peux juste le recommander. Mais c'est pas pour manger là-bas. Normalement, là, tu prends tes affaires puis tu retournes chez vous. Vu que eux sont en train de fermer leur resto puis ils veulent juste pas jeter la bouffe. Fait qu'en gros, toi, tu viens la chercher puis tu sais, t'arrives, ils sont en train de faire leur ménage. Là. C'est pas, tu vas pas rester là à manger. C'est la seule affaire, mais tu sais, pour moi, c'était encore mieux, personnellement. Là. Je sais pas, Andrew, si tu l'as testé, too good to go. Non. Fait que Alright. voilà. On va prendre ta réponse. Ça me semble intéressant. Je vais regarder ça la prochaine fois que je vais être en Europe, c'est sûr. Ouais, ben je pense qu'ils ont essayé à Montréal de le faire, mais ça a pas l'air d'avoir pogné fort fort. Peut-être que je me trompe, puis ça fait trop longtemps que j'ai pas testé à Montréal, mais bref, je sais que pour toute l'Europe au complet, je sais pas, mais pour l'Allemagne, je sais que ça vaut la peine. Donc, prochaine question de Nancy. Je me suis procuré la carte Mastercard World Elite BNC il y a 2 semaines. Dans l'application BNC, je vois pas les points que j'ai accumulés avec mes achats. Est-ce que je vais les voir seulement sur mon relevé mensuel ou je peux les voir autrement? Donc, cette carte me donne 2 accès au salon par année avec un invité. Nous sommes une famille de 4, alors je comprends que je devrais payer pour mes 2 enfants vu qu'ils ne sont pas gratuits. Bonne question pour les points. J'essaie de voir vite dans mes 8000 applications de banque, quand j'ai toutes les cartes de crédit qui existent. Ben, sur le site, certainement, tu peux le voir. Là. Je suis plus site qu'application, moi, honnêtement, pour les affaires de banque. Fait que j'ai aucune idée si sur l'application comment ça marche. Mais sur le site, tu le vois directement, les points quand tu te logs là, sont directs là. Est-ce que c'est sur l'application, ça devrait, là, mais j'ai pas la réponse en ce moment. À part ça, pour les salons, s'il y a 2 passes, je suis comme un blanc, là, mais il me semble que c'est pas 8 que t'as par année ou c'est pas illimité au salon Banque Nationale. J'ai un blanc. Moi, j'ai une carte qui a l'accès limité, là, fait que c'est sûr que je regarde pas trop. Là, j'ai comme un blanc. Mais bref, si t'as 2 invités, si t'as 2 passes, ben ça compte pour 2 personnes, puis c'est tout. Puis fait que oui, si tu veux faire passer plus de personnes que 2, faut que tu payes pour les 2. Les affaires sont jamais, ben pas jamais, mais sont rarement gratuits dans les salons. Puis c'est normal. Je sais que plein de gens sont toujours bien offusqués de ça, là, mais tu sais, c'est le même principe qu'un avion, OK? En bas de 2 ans, ben oui, ça va être gratuit parce qu'ils prennent pas de siège. Dans un salon, c'est quoi la plus grande restriction? C'est qu'il manque de place. Tout le monde veut entrer en salon parce que c'est tellement facile d'avoir des salons gratuits avec les cartes de crédit. Tout le monde veut entrer. Il y a un nombre limité de sièges qui permettent d'entrer du monde. Fait que des enfants qui mangent un peu moins ou pas, on s'en fout, ils prennent un siège. Fait que malheureusement, c'est comme ça. Donc, tu peux payer à la pièce pour ajouter. Je suis pas sûr que ça vaut la peine, honnêtement. Ça dépend. Là. J'imagine de chaque personne. Si tu veux te saouler raide avant ton vol, c'est sûr que tu vas rentrer ton argent en prenant bien des verres d'alcool. Mais c'est ça, c'est quand même cher. Là. C'est quand c'est le fun, c'est gratuit. Fait que peut-être juste prendre une autre carte de crédit qui va avoir d'autres accès, puis tu vas pouvoir les combiner. C'est le plus simple, parce que là, en plus, tu vas avoir une prime de bienvenue, tu vas améliorer ta carte de crédit, puis tu vas avoir plein d'autres avantages. Mais ça dépend. Le calcul dépend c'est quoi tes préférences, puis c'est quoi tes priorités, mettons. OK. Donc, encore une fois, là, je passe les commentaires là, cette fois-ci pour juste aller aux questions. Donc, Sylvie veut savoir, pour ton vol en classe affaires vers l'Asie, avec tes points, tu as réservé combien de temps en avance? Ouais, ben Evelyne va mettre le lien. On vient de sortir un guide super complet sur comment réserver la classe affaires pour une fraction du prix. Il faut savoir que la classe affaires, ça te donne un siège qui vaut 4000$ pour rien, là, littéralement, là, genre, pour presque rien, juste des taxes puis une coupe de points. Fait que c'est le meilleur utilisation de points. Fait que c'est sûr que c'est les sièges les plus difficiles à aller chercher. C'est les plus limités, tout le monde les veut. Fait que c'est faut être plus flexible. Fait que l'idéal avec les vols de classe affaires, c'est soit réserver un an d'avance, donc pas 6 mois, pas 8 mois. Un an. Dès qu'ils sortent, t'es prends. Ou, dernière minute, être flexible. Donc, quand t'es dernière minute, tu vas presque toujours, si t'es flexible, puis on explique dans le guide flexible sur quoi? Ça veut dire, bon, l'itinéraire, ça veut dire les arrêts, là. Si vous êtes de ceux qui sont trop princesses pour faire des vols à cascade, là, c'est vraiment pas vous. Je vous le dis tout de suite, là, c'est pas fait pour ça.
le but, c'est d'avoir le long vol dans un long vol en classe affaires dans un lit. Ça se peut que tu aies à faire une connexion avant ou après. C'est comme ça. Si tu veux pas ça, continue à rester dans la classe économique, OK? Mais bref. Fait que c'est ça. Dernière minute, tu vas souvent avoir des possibilités de trouver des sièges. Donc, celle-là, je l'ai réservé, j'ai le goût de dire 4 jours avant, mais c'est peut-être 7 jours avant. C'était vraiment pas très longtemps avant parce que j'étais flexible. Donc, je savais que je voulais aller en Asie tel jour. Fait que j'attendais de voir qu'il y avait un beau. Parce qu'on avait des sièges disponibles, mais des classes à faire un peu plus ordinaires. Je voulais la United Polaris ou quelque chose de mieux. Ben, quand il s'est sorti, je l'ai pris. Fait que c'était 4 jours avant. Mais, comme exemple, l'été d'avant, quand j'étais en Inde, en classe à faire, je l'ai trouvé 2 semaines avant. Tu peux en trouver un mois d'avant. Ça dépend. Dépend de comment tu es flexible. Mais, règle générale, 1 an ou dans le dernier mois, ou c'est des sièges qui valent 4 000 $. Fait que c'est sûr qu'ils essayent de les vendre en argent, on s'entend. Fait que quand ils voient dans le dernier mois, comme, OK, ouais, on a encore beaucoup trop, on va en laisser sortir pour les points. Puis c'est là que c'est vraiment différent des points en classe économique et des points en classe affaires, c'est que les sièges sont vraiment souvent donnés à la dernière minute. Okay. Ensuite, on a France qui dit « J'aimerais aller en Italie en juillet, rejoindre ma nièce et ses enfants. Ils seront en vacances dans les Pouilles. Ce qui n'est pas la meilleure période. Alors, quelles seraient tes recommandations pour se rendre de Montréal de façon économique, mais pas en 3 jours? » Ben, je pense pas que ça prendrait 3 jours, là, si tu veux le faire de manière économique, mais c'est sûr que tu peux choisir 2 choses. Tu peux choisir économique ou tu peux choisir vite. Tu peux pas avoir les deux. Tu peux pas avoir les deux presque jamais dans l'année, mais encore moins en juillet, comme tu dis. C'est sûr que c'est soit économique, c'est soit vite. Fait que le plus simple, je pense que de regarder, comme pour presque n'importe quand tu vas en Europe. Et on va avoir un article justement qui sort je pense que c'est la semaine prochaine, lui. Mais en attendant, Evelyne, tu peux mettre le lien sur la correspondance autonome. Donc, ça donne une bonne idée à la base, mais c'est ça. C'est vraiment de trouver le vol le moins cher qui traverse l'océan, puis de regarder le vol de là à l'Italie, comment ça coûte. Faire le total, c'est probablement moins cher. C'est plus long. C'est pas 3 jours, mais c'est plus long. Mais c'est ça. C'est soit un ou l'autre. Il y a pas de recette magique. Là. Tu peux pas avoir, comment on dit ça, have your cake and eat it too. Bon, le beurre et l'argent du beurre. Merci. Je cherchais enfin. J'ai trouvé une expression en français. Donc, tu peux avoir l'argent puis le beurre puis l'argent du beurre. C'est un ou l'autre, malheureusement. Fait que, voilà. C'est ce que je dirais pour l'Italie serait le best, probablement. Okay. Ensuite, on a Jean-Nicolas qui dit « Salut, je me suis procuré la Amex Gold de la Banque Scotia en début de janvier pour la prime de bienvenue. Malgré avoir amplement dépassé le montant pour la prime de bienvenue, je n'ai toujours rien reçu à mon compte. Quels sont les délais habituels pour la remise de la prime des points saines? » Ils sont super vite. En plus, d'habitude, je pense, j'ai quasiment le goût de dire que c'est les plus vite. D'habitude, il me semble que c'est 3 jours que tu es supposé prendre. Fait que peut-être communique avec eux s'il y a un bug, là, ou si tu as 2 comptes Scène Plus. Parce que des fois, tu sais, comme tu as déjà créé un compte Scène Plus en allant chez IGA, puis tu pensais que ça va arriver dans ce compte-là, mais tu l'as pas mis le numéro de compte, par exemple, ben là, ils savent pas que tu l'as, fait qu'ils te l'ont créé dans un autre compte Scène Plus. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Fait que juste communique avec eux, voir, parce que c'est supposé être vite. Okay. Ensuite, on a Étienne qui dit pouvez-vous expliquer le processus d'adhésion à Nexus et qu'est-ce que ça change concrètement à l'aéroport, donc la sécurité plus rapide? OK, ça, il reste 5 minutes. Je vais essayer de faire ça vite, mais lâchez tout puis allez commander Nexus si vous voulez rendre vos voyages plus merveilleux. C'est incroyable à quel point il y a tellement de gens qui savent pas que Nexus existe. C'est pas juste plus rapide, là, c'est incroyablement plus rapide au contrôle de sécurité et aux douanes. Donc, dans tous les aéroports canadiens, tous les aéroports américains, aux douanes frontalières, là, donc à la colle, exemple, si tu vas à New York en auto, mais surtout dans tous les aéroports canadiens, tous les aéroports américains. Sécurité et douane. Donc, non seulement c'est plus vite, tu as une file express, tu sais, genre, jamais personne en file, tu arrives, tu passes tout de suite, c'est merveilleux, c'est même pas genre, faut t'attendre 5 minutes. Non, t'attends pas, tu rentres, t'es rendu à la sécurité, tu passes, c'est fini. Le contrôle est plus vite en tant que tel aussi, t'as pas besoin de sortir ton ordi, t'as pas besoin, t'es vraiment VIP, ça passe, ça, c'est, je cherche les mots pour expliquer à quel point c'est merveilleux, là, mais honnêtement, c'est comme, je peux arriver, là, je le fais pas parce que j'aime ça aller dans les lounges puis manger gratuitement, mais je pourrais littéralement arriver à l'aéroport 10 minutes avant que mon vol board, je serais même pas stressé. Ben, je serais stressé un peu parce que tu sais jamais, là, mais je veux dire, 9 fois sur 10, je serais correct parce que tu passes sécurité, boum, ça prend 5 minutes, t'es rentré, t'es l'autre bord. Bon, pas de bagage aussi, toujours, tout est toujours mieux sans bagage, mais
c'est vraiment vite de même. Tu arrives aux douanes, peu importe la file avec quoi là-bas, toi tu passes direct, aucune attente, aucune question des douaniers presque toujours. C'est merveilleux. Fait que, vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je vais arrêter là. Puis pour le processus d'entrevue, ben c'est vraiment simple. Applique sur Internet et en fait, prends une carte qui te donne un crédit Nexus avant, comme la carte Aéroplan par exemple, elle va te donner un crédit Nexus. Puis après ça, applique Nexus, tu vas pouvoir l'avoir gratuit en plus. OK. Ensuite, on a Étienne qui veut savoir quelle est votre stratégie lorsque vous voyagez à long terme, donc 4-6 mois et plus. Niveau organisation, j'ai seulement voyagé pour des périodes de moins de 1 mois, donc j'avais toujours la chance de m'organiser ou me renseigner un peu avant de partir. Tu peux-tu répondre à ça en 1 minute? Toi, mettons, comment tu as planifié ton voyage actuel? Parce que moi, je voyage pas 4 à 6 mois non plus, c'est plus Kevin, ça. Ouais, ben c'est pas tant compliqué, honnêtement. Je m'arrange pour avoir, tu sais, j'ai pas de retour prévu au Québec, honnêtement. Fait que je sais que je veux venir dans des pays chauds. Fait que pour le niveau des vêtements, tu sais, je me tiens là-dedans, mais j'ai quand même des petites affaires à manches longues au cas où que je me retrouve à quelque part où il fait froid pour une raison mystérieuse. Mais en général, tu sais, c'est plus, tu sais, du linge d'été. Puis sinon, me renseigner avant un autre pays, je suis vraiment pas la bonne personne parce que, ben oui, je me renseigne, là, mais tu sais, dans l'autobus en me rendant ou tu sais, je book mes hébergements la journée même ou 24 heures, 48 heures d'avance. Je suis pas très stressée avec ça, là. Il manque pas d'endroits pour t'héberger. Sinon, tu sais, puis les pays sont beaucoup moins dangereux que ce que les gens disent en général dans les médias. Fait que, tu sais, oui, se renseigner, mais c'est pas parce que, tu sais, comme là, je suis au Brésil, puis je veux aller soit en Argentine, soit au Paraguay après, mais je suis pas encore certaine. Mais tu sais, c'est pas parce que je suis dans un pays que je peux pas me renseigner en même temps sur un autre. Fait que tu sais, je fais la même chose que tu ferais chez toi, sauf que je suis en voyage. Puis il y a pas, pour moi, c'est la même chose là, partir 1 semaine en voyage au Mexique ou partir 6 mois me promener en Amérique latine, j'emmène les mêmes affaires avec moi. Puis il n'y a pas tant d'organisation de plus que ça. Là. Je sais pas, toi, si tu as autre chose à rajouter, Andrew. Je vais dire non parce qu'il nous reste 1 minute et on part en anglais dans 1 minute. Fait que, désolé, on a presque répondu à tout le monde, honnêtement. Je pense qu'il en restait comme 2, 3. Je vais y aller dans les commentaires après la vidéo que je vais vous répondre en écrit. Mais sinon, encore mieux, si vous venez en anglais, sur la page Flytrippers de Facebook, mais Flytrippers tout court, pas Flytrippers Montréal. On va pouvoir y répondre tout de suite. Je dis ça va être instantané, c'est sûr. Et sur ça, ben merci d'avoir été là pour cette vidéo du mois. Et on en refait une en avril. Donc, hey, c'est demain, avril, mais la vidéo est pas demain, mais on va faire ça quand même bientôt puis qu'on va pouvoir répondre à vos questions. Fait que merci à vous tous et bonne soirée. Merci!